Mesdames et messieurs, bienvenue sur le forum Interclimat. Nous vous accueillons ce matin avec une première conférence. Une conférence qui a pour thème 2035, les bâtiments du futur. Quelles énergies, quels systèmes et quels usages? Une question multiple à laquelle nous allons répondre avec 4 intervenants qui sont avec nous sur scène. Nous avons Antoine Cellier, responsable national du marché résidentiel chez GRDF. Bonjour Antoine. Nous avons Ludovic Wary, responsable de la prescription nationale chez Daikin. Bonjour Ludovic. Nous avons Emmanuel Chabut, membre de la direction de la stratégie chez EDF. Bonjour. Et enfin, nous avons monsieur Julien Serry, délégué national aux affaires techniques du pôle Habitat à la FFB. Bonjour Julien. Bonjour. Je vais vous laisser tous 4 mener cette conférence et par la suite, nous nous retrouverons pour une session de questions-réponses. Bonne conférence à tous. Eh bien, merci beaucoup. Je vais prendre la main, du coup. Comme ça a été présenté, donc je m'appelle Julien Serry, je m'occupe des affaires techniques au pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. Je ne sais pas si vous connaissez le pôle Habitat, je ne sais pas si vous connaissez la FFB. On est une organisation professionnelle qui représente majoritairement les entreprises du bâtiment. Et le pôle Habitat, c'est la branche maîtrise d'ouvrage. Donc on représente les constructeurs de maisons, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers au sein de la fédération du bâtiment. Donc on est un syndicat. Mais on va vous présenter ce matin, grâce à mes collègues et partenaires, on va vous présenter des travaux qu'on mène depuis 1 an sur le bâtiment du futur. Alors c'est un peu prétentieux, on va dire, comme nom, mais on a imaginé un petit peu comment allaient être construits les bâtiments dans la période 2030-2035 au regard des différents enjeux actuels mais aussi futurs. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes là dans le public, des jeunes comme moi, donc vous allez un petit peu voir nos réflexions sur cette période et ces moments où vous allez rentrer peut-être dans le monde de la construction et comment vous allez construire. Donc le sommaire, comme je vous l'ai dit, l'introduction avec la présentation des gens qui ont travaillé, le contexte dans lequel on s'est positionné, ça va nous permettre, en imaginant le bâtiment du futur, ça va nous permettre de faire un petit focus réglementaire, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ça bouge beaucoup au niveau réglementaire et les réglementations, notamment thermiques, notamment environnementales, sont beaucoup dans la planification, c'est-à-dire qu'on a des réglementations qui nous projettent jusqu'à au moins 2030. Par exemple, la RE 2020 que vous connaissez sûrement, elle nous projette jusqu'à 2031. Et bien au niveau européen, il y a 2 réglementations alors, il y a plusieurs des réglementations qui sont sorties récemment, mais on va faire un focus sur 2. La directive de la performance énergétique des bâtiments et le règlement F-Gaz. Donc on va vous faire un petit focus là-dessus. Ensuite, je vais vous parler un peu de ce travail du bâtiment du futur, qui n'est pas abouti, mais il y aura des premiers éléments. Et ensuite, on aura la vision d'EDF sur ce bâtiment du futur. Là aussi, juste avant de démarrer la présentation, on va faire de la prospective. Tout ce qu'on va dire n'est pas la vérité, évidemment. Ça ne se passe jamais comme on prévoit en prospective, mais c'est juste des idées qu'on lance et des réflexions qu'on a menées. Chacun aura une vision dans les différents participants. Le tout étant d'amener les réflexions et d'avancer collectivement. L'atelier technique, donc le bâtiment du futur, il a été imaginé par un collectif, on va dire, de gens qu'on appelle l'atelier technique. Donc ils sont hébergés au sein du pôle Habitat. Donc dans cet atelier technique, il y a des adhérents du pôle Habitat, donc des adhérents au syndicat, donc des constructeurs, des promoteurs, des aménageurs, mais il y a aussi nos partenaires dont certains sont dans l'assistance, que je salue. Donc quand vous voyez, il y a des partenaires, je ne sais pas si vous les connaissez, allez les voir, certains sont sur le salon d'ailleurs, des partenaires un petit peu de tous bords, hein. Il y a des fabricants d'isolants, d'enduits, de fenêtres de toit, il y a des bureaux d'études, énergie, environnement, etc. Donc tout ça, ce collectif, c'est pas juste pour vous dire qu'on a fait ça entre nous, une profession toute seule dans notre coin. On a essayé d'élargir au maximum, à un maximum d'acteurs, les réflexions du bâtiment du futur. Alors avant de partir en 2035,
vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un contexte 2024 et même probablement 2025 qui n'est pas du tout exceptionnel, loin de là, qui est même catastrophique. Donc en fait, pour imaginer le bâtiment de demain, on s'est aussi basé sur le contexte actuel où vous voyez, alors là je vous ai mis, pour ne pas vous alourdir de chiffres, que les chiffres de vente de logements, où vous voyez qu'on est en chute libre. Je pense que vous entendez dans la presse souvent parler de crise du logement, de crise de l'immobilier, de crise de la construction. On est probablement en ce moment dans l'une des plus grosses crises de l'histoire de l'immobilier, du logement et de la construction sur ces 30-40 dernières années. Donc ça, c'est important pour nous dans nos réflexions sur le bâtiment à 2030-2035, c'est-à-dire qu'on part d'un contexte où on a un niveau de production, de construction qui est assez bas. Donc comme j'ai dit, un marché du logement qui est en crise. Un autre constat qu'on fait aussi, c'est une productivité qui baisse. Aujourd'hui, on est, par exemple, sur les chantiers de production de maisons individuelles, on construit plus lentement qu'il y a quelques années. Tous les chantiers sont retardés. On a beaucoup entendu parler de la pénurie des matériaux, des matières premières et de l'inflation qu'il y a eu et qui a beaucoup retardé les chantiers. Donc un marché en crise, une productivité qui baisse, des prix, j'ai mis, qui restent élevés, puisque comme je vous l'ai dit, on a eu une forte inflation dans le secteur de la construction à partir de mi-2021, début 2022. On reste au niveau de la construction sur des prix élevés. Ça va être important tout ça dans nos réflexions sur le bâtiment du futur. Des taux d'intérêt aussi qui ont augmenté depuis 3 ans de manière assez vertigineuse, mais un besoin qui est toujours présent. Et ça aussi, ça va un peu guider nos réflexions dans le bâtiment du futur. On est en 2024 sur un marché qui ne produit pas assez, mais où il y a quand même un besoin, notamment au logement. Et on est parti sur, dans les 3-4 ans à venir, des années, on va dire, faibles en termes de production. Donc dans quel cadre macroéconomique maintenant on s'est positionné? On a, je vous ai détaillé un peu le panorama peu reluisant de 2024. Dans quel cadre macroéconomique on s'est positionné dans le bâtiment du futur? Donc je vous l'ai dit, on s'est positionné à l'horizon 2030-2035. 2040, pas 2050, parce que ça nous semblait beaucoup trop loin pour mener des réflexions. Là, on est à la fois assez, on va dire, tôt pour innover, mais assez loin pour pouvoir se projeter. On s'est positionné dans une hypothèse de marché constant. Constant, ça veut dire qu'on est à, je ne sais pas si vous maîtrisez ces chiffres, mais à peu près 100 000 maisons, 150 000 appartements par an, qui est relativement bas quand même par rapport à un besoin, mais toujours bien présent et toujours avec des volumes de production qui permettent de maintenir des activités pour les entreprises. Une démographie qui augmente au moins jusqu'à cette période. Il y a beaucoup de débats sur ça, notamment sur tout ce qui est stratégie, neutralité carbone, etc. Sur la démographie, est-ce qu'elle va augmenter, pas augmenter, l'immigration, comment elle va être gérée, etc. Nous, on s'est positionné notamment au regard de différentes études, hein, on n'a pas inventé les choses. Vous avez une étude de l'Union sociale pour l'habitat qui chiffre à un besoin à 500 000 logements, quasiment plus de 500 000 logements même par an entre 2024 et 2040. Tout ça avec des hypothèses de démographie qui continuent d'augmenter. Et aussi des phénomènes sociaux de décohabitation, beaucoup plus de divorces, donc de familles monoparentales, donc par définition beaucoup plus de logements notamment à créer. Des prix qui restent élevés, ça c'est notre hypothèse pour 2030-2035. Quand je dis élevé, ça veut dire que on ne prévoit pas, malgré tout le travail qu'on peut entendre là-dessus, on ne prévoit pas que les coûts de construction ou que les coûts du foncier, qui sont une part importante des coûts des prix de vente des logements, on ne prévoit pas que ces prix baissent, voire ils vont même, et vous allez le voir notamment au travers des différentes réglementations qui vont arriver, on ne prévoit pas que ces prix vont baisser, que ces coûts de la construction vont baisser, ils vont rester élevés. On peut même faire l'hypothèse qu'ils vont augmenter dans la mesure tout ce qui est prix de l'énergie, prix de l'eau aussi, on va en parler, risque d'augmenter. Donc on va rester sur des niveaux hauts de prix. Ça c'est très important pour la partie financement des opérations qu'on va aborder. Donc une croissance faible et des aides d'État réduites. Le Premier ministre a parlé hier. On voit que la tendance est plutôt à la réduction budgétaire au niveau de l'État. Donc on fait aussi cette hypothèse-là à 2030-2035.
je ne vous l'ai pas dit, mais là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez l'évolution des prix des coûts de la construction pour les maisons, pour les appartements depuis 2017. C'est pour justifier qu'on n'amorce pas du tout une baisse à ce niveau-là. Alors avant de passer la main et de passer à la partie réglementaire, et après je reviendrai dans le détail sur le bâtiment du futur, à quels enjeux devra répondre notre bâtiment du futur. On a essayé de les classer en 3 catégories. Alors c'est bien évidemment beaucoup plus large que ça, mais on a trois parties. Donc le premier, c'est un enjeu sociétal. Forcément, vous entendez parler de crise du logement. Avant d'être une crise économique, c'est avant tout une crise sociétale, sociale aussi, puisque les gens ont du mal à se loger. Donc en fait, le bâtiment, dans toute sa dimension sociale et sociétale, sera encore plus fort dans les années 2030-2035. Un enjeu pour les acteurs économiques, notamment ceux qu'on représente, donc les constructeurs, les promoteurs, les industriels qui exposent ici, les entreprises, les bureaux. On voit qu'on est une chaîne liée et qu'aujourd'hui, quand nous, maîtres d'ouvrage, on commence à être en crise, et ben forcément toute la filière derrière trinque entre guillemets, quoi. Donc il y a un enjeu énorme pour toute une filière économique, pour plusieurs filières économiques dans ce bâtiment du futur. Il faudra qu'on y réponde avec notre bâtiment. Et un enjeu forcément pour les clients. Puisque notre bâtiment du futur, il devra répondre à toutes les problématiques de nos clients particuliers, de nos occupants, comme on va les appeler, en termes de confort, en termes de service. Et ça, on va le détailler par la suite. Voilà, c'était une petite introduction pour poser le cadre dans lequel on va se mettre ce matin. On va faire une petite parenthèse réglementaire, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, les réglementations, elles évoluent très vite, très fort, et avantage ou inconvénient, je ne sais pas, mais elle se projette très très loin. Donc notamment la directive européenne, vous pouvez voir que jusqu'à 2040 pour certains aspects. Et donc c'était aussi là l'occasion de vous faire un petit focus sur ces 2 réglementations pour information, pour votre connaissance. Et pour ça, moi je vais prendre appui sur Antoine Cellier, donc qui s'occupe du marché résidentiel chez GRDF, qui va nous parler de la directive de la performance énergétique des bâtiments, donc qui est une directive, comme son nom l'indique, détailler la vision de cette réglementation et la vision de GRDF là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Antoine, s'il te plaît? Merci Julien, bonjour à tous. Donc voilà un nouvel acronyme dans le paysage réglementaire, la DPEB. Du coup, je veux bien la zapette, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc la DPEB. Donc, elle est parue au journal officiel de l'Union européenne le 8 mai de cette année. Et donc, elle doit être transposée au sein des États membres de l'Union européenne, donc au niveau français, avant la fin mai 2026, dernier délai. Alors comme toutes les réglementations européennes, elle pose des principes avec un calendrier, mais bien sûr, il y a de grandes marges de manœuvre dans l'interprétation et la mise en œuvre de cette directive européenne par les États membres de l'Union européenne. Donc en fait, elle pose des principes qui aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, en fait, ne sont pas encore déclinés concrètement. Et du coup, je vais plutôt poser des pistes que des vérités ce matin par rapport à cette DPEB. Alors, il y a quand même 4 jalons qui sont posés. Elle évoque la fin des aides aux chaudières seules alimentées au combustible fossile en 2025. Elle évoque des bâtiments neufs zéro émission BZE en 2028 pour les bâtiments neufs publics, en 2030 pour les bâtiments neufs privés. Ensuite, en 2040, elle propose de s'efforcer de sortir progressivement des chaudières seules alimentées au combustible fossile. Et en 2050, elle vise un parc de bâtiments intégralement BZE. Donc voilà, donc ça c'est les 4 grands jalons, mais derrière ces jalons, en fait, il faut des guidances. Donc ces guidances, en fait, c'est comment les États membres interprètent ces 4 grands jalons que pose la DPEB. Donc nous, ces 4 grands jalons, ils sont tout à fait compatibles avec notre projection, puisque GRDF
travaille sur une trajectoire de décarbonation avec la filière du bâtiment. On a une cible en 2050 où effectivement on est zéro émission carbone, donc c'est complètement compatible. Maintenant, la subtilité de la mise en œuvre de cette DPEB, c'est qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'il y aura dans les guidance, quel est le rythme, quelles sont les technologies et quel est le calendrier. Donc nous, par rapport à ça, on a des idées, clairement, qui permettront, à la fois via des systèmes et via les énergies renouvelables, de tenir ce calendrier de la DPEB. Alors, si je rentre un peu plus dans le détail, on va faire un focus sur ce BZ2, ce bâtiment zéro émission. Alors, le zéro, c'est un peu pour le marketing et la communication, parce que quand on regarde dans le détail la définition du BZ2, c'est assez subtil. Nous avons un bâtiment avec une très faible consommation. Donc ça, on le voit en France avec la RE20, on est déjà dans cette mise en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, en face de cette faible consommation du bâtiment, on aura une énergie renouvelable produite sur site ou à proximité. Donc on voit que l'Europe introduit une notion d'énergie renouvelable produite localement. On a de l'énergie qui peut venir aussi d'une communauté d'énergie renouvelable. La communauté d'énergie renouvelable, c'est un nouveau concept par l'Europe. C'est un concept de communauté d'énergie avec des consommateurs et des producteurs à une maille locale, on va dire, territoriale. Ça peut venir aussi d'un réseau de chaleur efficient. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'efficience, hein? On voit qu'on a besoin de guidance. Et enfin, ça peut aussi, et c'est un bâtiment qui peut être aussi alimenté par une énergie de source décarbonée, comme par exemple en France, l'énergie produite à partir du nucléaire. Dans la définition, il est évoqué aussi la zéro combustion sur site de combustibles fossiles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la DPEB, il est déjà prévu le fait de pouvoir brûler des gaz renouvelables. Donc, la combustion, on parle bien de combustion de produits fossiles. Il ne faut pas faire l'amalgame. Donc, nous, on est quand même très concernés sur le gaz. L'amalgame du gaz fossile et du gaz renouvelable, puisque l'Europe pose bien dans cette DPEB ce principe de combustion de combustion de fossiles versus la combustion renouvelable. Donc zéro combustion fossile, pas de souci. Nous, le gaz renouvelable, c'est déjà une réalité dans notre réseau, donc c'est tout à fait conforme à nos trajectoires. Et enfin, donc pour revenir sur ce premier point, voilà. Et enfin, donc sur ce point, oui, j'aimerais insister sur cette notion de combustion de gaz vert. En fait, on voit bien que cette combustion de gaz vert ne sera possible en France, dès à présent, que si on flèche une production d'énergie renouvelable locale vers des bâtiments. Parce qu'on ne va pas du jour au lendemain passer de 0 à 100% de gaz vert dans notre réseau. Cette injection de gaz vert, elle est progressive. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 3% de gaz dans le réseau. On a une cible à 20% et à 100% en 2050. Et ce qui est important, vous voyez, je l'ai mis à droite sur le slide, c'est qu'on a lancé un appel à projet auprès des bailleurs sociaux sur justement comment flécher une production de gaz vert renouvelable vers un patrimoine qu'on veut rénover. Et les bailleurs sociaux sont montrés très intéressés par cet appel à projet. On a eu beaucoup de candidatures. Et la semaine dernière, au congrès de l'USH, on a donc remis on a désigné 11 lauréats de cet appel à projet. Donc on a 11 bailleurs sociaux en France qui vont travailler sur des montages juridiques pour flécher la production de gaz vert sur des patrimoines patrimoine HLM. Et ces montages juridiques, il y a une grande créativité. On peut imaginer des contrats long terme, on peut imaginer des communautés d'énergie renouvelable. Enfin, on retombe bien sur ce principe que pose la DPEB. On va en parler dans nos travaux du bâtiment du futur, après de la communauté d'énergie renouvelable. Voilà, on est complètement là-dedans et nous, on travaille déjà là-dessus avec les bailleurs sociaux. Les études vont être lancées, il y aura des livrables qui seront rendus d'ici 1 an. Et l'idée, c'est ça, c'est déjà d'être dans les montages très concrets de fléchage, puisque le gaz vert, c'est déjà une réalité, il est déjà injecté dans notre réseau. Donc techniquement, ça marche, c'est déjà une réalité physique. Maintenant, il faut lui donner une réalité contractuelle et juridique et réglementaire. Alors, je reviens en arrière, parce qu'il y a un dernier point là, tout en bas du slide, qui est très important, c'est que ce bâtiment, ce fameux BZ2, il réagit, ce que dit l'Europe, il réagit à des signaux externes pour adapter
ses usages énergétiques. Alors les signaux externes, qu'est-ce qu'on entend par ces signaux externes? On voit que le bâtiment du futur réagit à des signaux. Le bâtiment n'est plus quelque chose de passif, mais devient quelque chose d'actif. Alors, ces signaux du futur, nous on en voit deux. Déjà, premier signal, c'est le prix. Aujourd'hui, il y a eu vous le savez, avec la crise ukrainienne, les marchés de l'énergie en Europe se sont envolés. Vous avez à gauche sur le graphique, vous voyez les prix moyens sur les marchés spot du gaz et de l'électricité sur l'année 2021, 2022, 2023, avec les maximums qui ont été atteints. On voit qu'on a des prix d'énergie qui ont été complètement délirants en 2022. Sur le marché spot, on est monté sur le gaz jusqu'à 226 € le mégawattheure et à 742 € sur l'électricité. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché spot est autour de 35-40 € le mégawattheure. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, vous construisez un bâtiment qui va s'inscrire dans un futur avec une incertitude délirante. On est face à des marchés avec une volatilité et un risque vraiment qu'il faut appréhender. On le voit bien. Et sur la droite, vous avez, c'est un peu un truc de trader, mais je trouvais que c'était assez intéressant, c'est un calcul de la volatilité. Le calcul de la volatilité, ce n'est pas l'évolution de prix, c'est comment les prix bougent. Ça permet de mesurer l'ampleur des mouvements de prix. En haut, vous avez les prix, alors ce n'est même pas les prix spot, là c'est les prix à terme, sur l'électricité, sur le gaz. Et on voit bien qu'il y a un avant et il y a un après la crise ukrainienne. La volatilité sur les marchés est beaucoup plus importante. Donc c'est-à-dire que vous construisez un bâtiment avec des solutions techniques qui vont consommer des énergies dans les 50 prochaines années, sur lesquelles vous avez un risque-prix de volatilité très important. Donc ça, il faudra que ce bâtiment puisse réagir à ces signaux de prix. Le deuxième signal, c'est le carbone. En France, on est déjà dedans, complètement, avec la RE20. On l'a sur ce graphique, en fait, chacun des points, c'est des études réglementaires qui ont été faites sur des bâtiments neufs, en RE20, dont l'objectif était d'atteindre le seuil 2025 de la RE20, en carbone énergie. Dans la RE20, vous avez le carbone énergie, vous avez le carbone construction. Le carbone énergie, c'est les émissions du bâtiment de carbone liées à l'énergie sur les 50 prochaines années. Donc vous voyez qu'on a positionné ces bâtiments, les études réglementaires, c'est des points sur une carte où en gros vous avez les seuils qu'il faut atteindre et le résultat de l'étude du bâtiment, où le bâtiment, quel seuil carbone atteint le bâtiment. Donc la zone grise, c'est le seuil. Si vous êtes dans la zone grise, vous n'êtes pas conforme à la RE20. Et après, on a positionné plein de technologies d'hybridation, de solutions hybrides. On a simulé plein de solutions technologiques et on a positionné les points. Et on a aussi regardé les solutions full pack électriques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une grande dispersion des points. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que sur les systèmes hybrides, on arrive à atteindre des niveaux de carbone qui sont 50% en dessous du seuil 2025 de la RE20, qui est une des réglementations les plus dures d'Europe. Donc on est déjà capable en France de livrer des bâtiments avec des émissions de carbone très très basses. Et ce, avec du gaz et avec de l'électricité. Donc on voit que déjà ce signal carbone, il est très important et il faut travailler dans le futur en prenant en compte ce signal carbone qui en fait n'exclut pas les énergies. On voit qu'il faut essayer de jouer sur une mixité des vecteurs énergétiques. Alors justement, une fois que vous avez mis en place un bâtiment qui réagit au signal prix, un bâtiment qui a un système hybride ou un système électrique qui lui permet d'être très bas carbone, vous avez déjà, tu l'as évoqué Julien, dépensé beaucoup d'argent, fait beaucoup d'études, bien travaillé la conception. On a des coûts de construction, à un moment il faut que ça s'arrête, il faut essayer de trouver des optimums. Il y a quand même un modèle économique. Donc cette décarbonation, nous on a une conviction en tant que gestionnaire d'infrastructures énergétiques, c'est que vous ne pouvez pas, en tant que constructeur de bâtiments, porter à vous seul cette décarbonation. Cette décarbonation, elle va venir du bâtiment, mais elle va venir aussi de l'énergie. Donc d'un côté, il y aura une décarbonation du bâtiment grâce à l'efficacité et la sobriété. De l'autre, il y aura une décarbonation du bâtiment parce que l'énergie qui alimente ce bâtiment est bas carbone. Alors nous, ça tombe bien. Si le bâtiment est alimenté en gaz, dans les 50 prochaines années, le gaz se verdit. Donc on a publié avec nos collègues de GRT Terega
Perspective Gaz 2024, il y a 2 semaines, qui était un exercice prospectif très intéressant, puisqu'on dessine la trajectoire de production du gaz dans les 50 prochaines, jusqu'en 2035. Et ce qui est très intéressant, là vous voyez sur ce graphique, on a la consommation de gaz en France, 399 Tera actuellement, avec les 3% de gaz vert que j'évoquais tout à l'heure. Et on voit que l'objectif, la trajectoire, qui est tout à fait réalisable, c'est de baisser les consommations. On a quand même une baisse de consommation assez conséquente. On voit bien qu'on va avoir besoin d'efficacité, de sobriété, qui est de plus de 20%. Et en face, on a une montée en puissance des gaz verts, avec une cible, une étape à 20% en 2030 et une étape à 40%, voire 40% en 2035, ce qui nous permettra de faire du 50% en 2040 et d'être complètement en phase avec les attendus de la DPEB. Donc on voit bien, l'idée, c'est de travailler sur le verdissement du vecteur en face d'un bâtiment efficace et sobre. Et alors ce gaz vert, il est pour tout le monde. Nous, dans nos trajectoires, dans nos exercices, il est très important de consommer au plus près de la production. On voit bien, la DPEB, elle parle d'énergie locale. Donc quand on produit du gaz vert en France aujourd'hui, il y a 700 méthaniseurs. Ils sont partout sur le territoire. Ils sont dans le tissu urbain, ils sont dans le tissu rural. Il y en a partout. Et ce gaz vert qu'on injecte dans le réseau qui est très maillé, en fait, il va être consommé aussi bien par l'industrie, la mobilité, que, bien sûr, le résidentiel et les bâtiments tertiaires. Donc ces bâtiments du futur, là, c'est conforme avec les DPEB et on le retrouve dans notre trajectoire. C'est que pour nous, cette consommation ne va faire que baisser. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que entre 2020 et 2023, il y a eu l'effet crise ukrainienne, il y a une prise de conscience de la sobriété, la consommation de gaz a baissé en France, quand même de manière assez importante, sur le résidentiel. Là, je suis bien sur le marché résidentiel. Et on voit que cette baisse, elle va continuer, alors que le nombre de clients sur le réseau, nous on a cette conviction, le nombre de clients sur le réseau ne baissera pas. On aura toujours le même nombre de clients sur notre réseau, mais la consommation gaz va baisser. Parce qu'il faut jouer le mix énergétique dans le bâtiment du futur pour pouvoir répondre à ces signaux prix carbone que j'ai évoqués juste avant. Alors cette baisse de consommation, ok, c'est très bien, on tire une trajectoire, mais quels sont les différents leviers qui permettent de baisser cette consommation? Et parmi les leviers, dans cet exercice perspective gaz, le document est téléchargeable sur notre site. Il y a le réchauffement climatique, bien sûr, on va avoir des hivers moins froids. On voit qu'il y a une trajectoire sur les rénovations des bâtiments. Nous, on table sur 380 000 rénovations par an. On voit que le défi de la rénovation est très ambitieux, mais c'est la trajectoire européenne, c'est Fit for 55, c'est la SNBC. Il faut que la rénovation du patrimoine immobilier s'accélère en France. Ça fait partie de la décarbonation. Et puis on le voit, dans les autres effets, il y a celui des nouveaux équipements. Alors ces nouveaux équipements, c'est un peu ce que j'explique, ce qu'on présente sur ce graphique. C'est que ces nouveaux équipements, nous au niveau gaz, on va jouer sur 3 leviers. Premier levier, c'est qu'il faut absolument qu'on éradique et qu'on fasse disparaître les chaudières standards, les chaudières basse température. On a un parc en France encore très important de chaudières basse température, de chaudières standards qui ne sont pas efficaces. Donc ça, il faut les éradiquer et on travaille là-dessus avec la filière. Il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place pour pouvoir changer ces chaudières dans les immeubles. Donc leur nombre va considérablement baisser. Ensuite, donc du coup, une grande partie va être remplacée par des chaudières THPE à condensation, très haute performance énergétique. Parce que vous le savez comme moi, le bâtiment, c'est beaucoup de contraintes. Et une chaudière murale, ça reste quand même ce qu'il y a de plus simple dans certaines configurations à mettre. Et enfin, on voit la montée en puissance des systèmes hybrides, ici les pompes à chaleur hybrides, qui permettent de faire baisser les consommations. Alors, de manière très concrète, là je vous ai mis des trajectoires en 2050, des beaux graphiques. Et je me dis que c'était quand même intéressant de vous montrer à quoi ça ressemble le bâtiment du futur. Le bâtiment du futur, il est déjà là. Parce que là, ici, on a une opération avec un promoteur immobilier Cogedim qui a livré ce foyer jeunes travailleurs de 88 logements donc dans les Bouches-du-Rhône, sur lesquels on a un système hybride, donc avec 2 chaudières et 2 pompes à chaleur, on voit sur la photo, qui alimentent donc ce bâtiment et qui permettent d'atteindre le seuil 2025 de la RE20.
Donc voilà, ça c'est du bas carbone. On est déjà à des niveaux de carbone à moins de 6 kg de carbone par mètre carré par an. Autre exemple, parce qu'on a parlé de rénovation, il va falloir qu'on rénove le parc. On a aussi fait une expérimentation d'une rénovation, pareil, dans la même région, avec un bailleur qui avait une chaufferie sur un bâtiment de 50 logements. Et donc sur cette chaufferie, on a gardé la chaufferie. Et en fait, on avait un ballon bien dimensionné, une chaudière très puissante. Et en fait, on a juste ajouté 2 pompes à chaleur de 15 et 17 kg. Donc on a fait de l'hybridation, on est venu plugger des pompes à chaleur sur une chaufferie existante. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a instrumenté. Et ce qu'on a découvert, c'est que ça fonctionne très bien, puisque la pompe à chaleur qui est en bleu sur le graphique couvre quasiment 70% des besoins du bâtiment. Le gaz, on le voit, il intervient en hiver, quand il fait très froid, quand le rendement de la pompe à chaleur se dégrade. La chaudière prend le relais. Et là, on voit que la chaudière permet de couvrir les besoins de chauffage en hiver. Et elle couvre 30% du besoin. Et là, on est dans une décarbonation qui est vraiment optimale. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant cette hybridation, on évite, si vous voulez, en termes de puissance des packs, on fait un gain économique assez important. Parce que la puissance des packs est divisée par 3. Puisque si on avait dimensionné les pompes à chaleur pour répondre à la pointe hivernale, il aurait fallu une puissance de pack 3 fois supérieure. Et ça, c'est l'enjeu économique. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde d'inflation. Les investissements sont limités. Et pouvoir décarboner en ayant des investissements moins importants, c'est aussi un peu l'enjeu. Donc voilà. Et puis en plus, ça tombe bien parce que quelque part, ces systèmes hybrides, on le voit en hiver, la pointe élec, on a un système en France électrique qui est très thermosensible. Quand il fait très froid, le réseau électrique est sous tension. Eh bien, ces systèmes hybrides permettent bien sûr de soulager le réseau électrique et donc de répondre aussi à un signal. Donc voilà. Moi, ce que je voulais, pour conclure un peu avec cette vision du futur, là, je me permets un peu une petite envolée lyrique pour la fin de mon exposé, parce qu'en fait, on a travaillé avec l'ADEME et puis d'autres acteurs de l'immobilier sur un peu une vision du futur, et on s'est dit que le futur, c'était aussi construire des imaginaires. Et en fait, un imaginaire qui est très intéressant, c'est l'imaginaire low-tech, sur lequel on a travaillé avec l'agence d'architecture, l'AREP, qui a fait je vous partage un peu les visuels qu'ils ont construits avec l'ADEME dans un cahier d'inspiration qui est téléchargeable sur le site de l'ADEME. Ici, vous voyez une zone commerciale, et si on projette cette zone commerciale dans la ville du futur, en fait, vous vous rendez compte qu'une zone commerciale devient un site de production d'énergie renouvelable. Vous avez des panneaux solaires, vous avez des méthaniseurs avec des stockages de biogaz, vous avez bien sûr un marché parce qu'il faut de la convivialité, il faut du lien social, voilà, vous avez de l'agriculture urbaine. Enfin, on voit que le monde urbain va beaucoup évoluer. On sort d'une logique fonctionnaliste, on va dire, où il y a le lieu pour consommer, le lieu pour dormir, le lieu pour travailler, et on va aller vers des villes beaucoup plus productives. Alors voilà, aujourd'hui, voilà le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Bon, voilà, je vous laisserai consulter ce cahier, c'est très inspirant. Donc nous, on essaie de construire un peu ce monde du futur, et nous, on croit beaucoup à la diversité des solutions. Il y aura du gazère dans notre réseau, on hybridera des chaufferies, mais on peut aussi mieux optimiser les systèmes existants. Et je pense que la maintenance a un rôle prépondérant à jouer dans la décarbonation. Et puis, on va combiner la géothermie, on va combiner le solaire thermique. Voilà, l'idée, c'est de jouer sur tout un panel de solutions qui nous permettra de construire ce bâtiment zéro émission qu'appelle l'Europe. Voilà, donc toute cette documentation est disponible, là je fais ma petite pub, sur notre site où vous retrouverez un peu tous les éléments que je vous ai présentés. Eh ben merci beaucoup Antoine. Juste pour des petites réactions là, par rapport à ce que tu viens de dire, pourquoi on vous parle beaucoup de réglementation, de directives européennes, de RE 2020, de RE 2025 et pourquoi ces réglementations font tant parler, pourquoi elles sont tant négociées? Parce que comme vous le voyez, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est comme ça, elles participent beaucoup à la conception des bâtiments du futur. On voit que
pour, on va dire, rentrer dans une réglementation. On développe des systèmes. Les gens qui exposent ici, et on va le voir avec la présentation de Ludovic juste derrière, développent des systèmes. Nous, on conçoit des bâtiments et on construit des bâtiments beaucoup grâce ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, aux réglementations. Donc en fait, c'est des piliers essentiels qui devraient donner des lignes directrices. C'est pour ça qu'on les projette à très longtemps, mais c'est vraiment ça qui guide la conception de nos bâtiments et des produits qu'on met à l'intérieur. Deuxième aspect, c'est que on va peut-être peu vous parler de rénovation, notamment moi juste derrière, mais on a bien en tête que le sujet, la rénovation est un énorme sujet. La rénovation du parc existant, au-delà du neuf, est bien évidemment un énorme sujet pour atteindre la neutralité carbone. Je vous rappelle, la neutralité carbone, COP21, accord de Paris, tous les États, notamment la France, doivent atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire faire des bâtiments neutres en carbone, et pour ça forcément rénover le parc existant c'est indispensable, mais on va quand même plus focaliser sur la construction et sur le neuf, même s'il faut bien évidemment un mix intelligent, et on l'a vu dans les petites illustrations qu'Antoine a présentées. Le dernier aspect, c'est que sur la construction neuve, Antoine a parlé un petit peu de la directive européenne de la performance énergétique qui s'applique à tous les pays européens, France, Italie, Espagne, jusqu'à la Pologne. Quand on analyse cette réglementation, il faudra bien évidemment qu'on rentre dans les détails parce qu'elle aborde beaucoup de champs. Elle aborde l'énergie, le carbone, la mobilité électrique, les énergies renouvelables, enfin l'équivalent du PE aussi. La rénovation, avec des objectifs de rénovation, elle est hyper large cette directive. Mais on se rend compte que, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais nous en France, comme Antoine l'a dit, on fait les bâtiments les plus performants d'Europe. Je ne vais pas dire monde parce que je n'ai pas la vision monde du sujet. Mais au moins d'Europe, on est très très bien placé en termes de qualité et de performance de nos bâtiments. Donc en fait, on va avoir une directive européenne, pas dire qu'elle va être facile à absorber, mais on a déjà une RE 2020, qui en plus va être une RE 2025, puis 2028, puis 2031, qui est déjà ultra performante et qui va déjà très très loin. Alors, est-ce que c'est bien ou pas d'être les bons élèves de l'Europe? Ça, je vous laisse décider, mais en tout cas, on est quand même vachement en avance au niveau réglementation et donc au niveau développement produit et donc au niveau construction sur cette directive européenne. Merci encore Antoine. Ludovic, du coup, on va continuer sur un aspect réglementaire avec cette fois un règlement qui est un peu différent d'une directive. Je vous passe les détails techniques. C'est le règlement F-Gaz qui va notamment aborder les fluides frigorigènes des pompes à chaleur. Je te laisse développer, Ludovic. Tu es, je rappelle, chef de la prescription nationale chez Daikin. Merci Julien. Bonjour à tous. Merci de votre présence à cette animation. Merci Julien pour m'avoir invité à présenter effectivement le règlement européen de la F-Gaz. Alors c'est pas forcément évident pour tout le monde qui n'est pas spécialiste du système pompe à chaleur. On voit souvent les règlements comme des contraintes. Nous, chez Daikin, on le voit comme une opportunité. Alors, qu'est-ce que cette règle F-Gaz? C'est une troisième génération de règles. Elle est existante depuis 2006. Elle a été modifiée en 2014 et donc une évolution pour 2024. C'est un règlement européen qui va s'imposer à l'ensemble des États membres. Elle concerne, on le verra dans le calendrier plus tard, les gaz fluorés, j'y reviendrai, et elle est applicable à partir du 11 mars 2024. Donc on est directement dedans. Quels sont les piliers de cette règle F-Gaz? C'est pas essentiellement une limite sur l'usage des HFC. Hein, on est effectivement sur une interdiction à venir des gaz fluorés dans les équipements. Tu parlais, Julien, très justement des bâtiments du futur. Ils seront concernés. Une restriction du fonctionnement, de son utilisation et une réduction par des quotas de limitation de ces HFC sur le marché de la pompe à chaleur. Il faut surtout, sur cette réglementation européenne, mettre en avant l'aspect des bonnes pratiques et la prévention des fuites que l'on doit
mettre en œuvre pour tous les acteurs de la pompe à chaleur, que ce soit les industriels, mais aussi les installateurs, les distributeurs, les metteurs au point. L'essentiel, il est là. Je ne vais pas revenir dans le détail de toute l'importance de ces bonnes pratiques entre l'étiquetage, la traçabilité, la récupération du fluide, très importante dans cette réglementation F-Gaz vis-à-vis des quotas. On mettra essentiellement surtout l'accent sur la formation et la certification des produits. Alors, cette réglementation F-Gaz, on parle de PRP ou GWP en anglais, PRP, potentiel de réchauffement planétaire. Elle concerne les HFC hydrofluorocarbone. Actuellement, sur le marché de la pompe à chaleur, on retrouve très largement des pompes à chaleur équipées de fluides R410A, R134A et très majoritairement actuellement, on parlera essentiellement du marché de la maison individuelle, des pompes à chaleur au R32. On le voit sur l'écran, ces fluides ont un potentiel de réchauffement planétaire qui est élevé, on parle en termes d'équivalent carbone. Il y a également sur le marché d'autres solutions, des HFO, des HFC HFO, et on connaît depuis quelques années maintenant l'apparition de gaz non fluorés, donc le propane par exemple au R290 en fait partie, avec un avantage certain d'avoir un potentiel de réchauffement planétaire, de 3. Alors, le calendrier d'interdiction de ces gaz fluorés, je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble de ce calendrier. Je vais m'attarder sur ma partie qui m'est propre, c'est-à-dire le marché de la maison individuelle et le marché de la maison individuelle neuf. Nous n'allons pas tout détailler, bien entendu. On parle dans la catégorie de la PAC RO. On est très généralement sur des systèmes qu'on appelle des systèmes bibloc RO, d'une puissance en général inférieure à 12 kW. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2027, il faudra mettre en œuvre des solutions de pompe à chaleur qui contiennent des fluides frigorigènes avec un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 150. Je reviens juste en arrière, voilà, pour mémoire de ce que j'ai présenté précédemment. Les fluides concernés seront éventuellement plus du R32 qu'on installe actuellement. Alors, il faut se rassurer, au-delà de cette réglementation, on pourra maintenir et continuer à exploiter les pompes à chaleur actuellement installées avec des fluides R410, R134 et R32. Donc dessus, voilà, pas d'inquiétude sur le côté maintenance et utilisation. Excusez-moi. Et puis focus sur le marché de la maison individuelle. On parle souvent de Paquero, mais c'est un marché qui évolue sans cesse depuis de nombreuses années avec l'ART 2012, l'ARE 2020 et des besoins de solutions moins inertielles. On a de plus en plus en maison individuelle des systèmes bibloc PAC RR qui sont en général également des systèmes équipés de puissance inférieure à 10 ou 12 kW. Et pour cette réglementation, la date, c'est le 1er janvier 2029. Donc voilà, une date clé à retenir. Cette date aussi tient compte d'un fluide qui aura un réchauffement, potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 150. Donc voilà. Pour ce qui est de la partie effectivement du marché résidentiel, voilà les deux dates à retenir. La Paquero 1er janvier 2027, la PAC RR 1er janvier 2029. Vous retrouvez effectivement sur le tableau des évolutions à venir par rapport aux objectifs de décarbonation de l'Europe, mais également qui fera écho à celles imposées sur le marché français. Alors, je parlais tout à l'heure de quotas.
on a effectivement un besoin de modifier nos systèmes et nos pompes à chaleur. On va évoluer sur d'autres pompes à chaleur avec d'autres fluides, des fluides ayant un potentiel de réchauffement planétaire beaucoup plus faible. Mais dans le même temps, l'Europe nous impose un calendrier de réduction de ces quotas, donc de l'usage et de la mise sur le marché de ces quotas carbone. Nous estimons pour 2023 le marché à peu près 42 millions de tonnes de fluides frigorigènes, de quotas carbone. L'objectif à 2027, c'est très proche, c'est quasiment de diviser par 2 ces quotas carbone. Donc ça va imposer aux industriels d'évoluer. Alors vous êtes ici, je pense, au bon endroit pour découvrir les nouvelles solutions. Sachez juste, c'est des informations de l'ADEME, hein, que sur le marché français en 2022, nous sommes à 10 millions de tonnes équivalent carbone. Donc la France, actuellement, si on s'arrêtait là, représenterait à elle seule presque la moitié du marché. Mais voilà, nous avons la volonté d'évoluer, d'avancer vers la décarbonation de nos pompes à chaleur, si on peut le dire ainsi, à travers les fluides frigorigènes. Hop. Oui, c'est bon pour moi. Merci Ludovic. Petite question du coup, parce que là tu nous parles d'une interdiction, alors même s'il y a des quotas, hein, vous l'avez vu, d'une interdiction à 2027 pour la PAC Héros qu'on met dans les maisons. Donc la PAC Héros dans les maisons, c'est 50-60% du marché quand même dans le neuf. 2027, puis ensuite 2029 pour la PAC RR, si j'ai bien écouté. Alors peut-être uniquement la vision d'Aikin sur ce sujet, mais tu vois ça comme une grosse difficulté, comme un truc hyper compliqué à mettre en œuvre, ou ça va le faire? Parce que 2027, on est déjà quasiment en 2025. Ouais, alors ça va arriver vite. Toujours optimiste chez Daikin, on ne le voit pas comme une contrainte, on le voit vraiment comme une opportunité d'avancer. On est un industriel présent depuis 30 ans. Daikin fête cette année ses 100 ans d'existence. Donc on est un acteur important sur le marché. On est présent à travers différentes usines en Europe, chaque usine ayant un centre de recherche et développement. On est informé depuis de nombreuses années de l'évolution de cette EF-Gaz. Donc on travaille depuis de nombreuses années au développement de nos pompes à chaleur RO, pompes à chaleur RR, à travers des compresseurs, des nouveaux compresseurs qui vont arriver très prochainement sur le marché. On sortira d'ici la fin d'année une pompe à chaleur RO au R290, plutôt destinée au marché de la rénovation. Mais on est déjà sur des solutions qui font écho à cette exigence de décarbonation, et puis aussi qui font écho aux exigences de la RE 2020. Tu en parlais très justement, de la décarbonation dans le bâtiment, dans sa construction et dans son usage de l'énergie. Excuse-moi. Merci beaucoup Ludovic. Il y avait une autre question, il y avait une autre relance. Ouais, après, c'était pour reparler sur ces directives. On est confronté depuis de nombreuses années effectivement à ces changements sur les fluides. C'est des règles qu'on connaît. Ouais. On y travaille depuis de nombreuses années. Ça va dans le sens de la limitation des impacts écologiques et environnementaux. Donc pour nous, c'est toujours intéressant en tant qu'industriel. Et on se doit d'aller vers la formation, vers la présentation, vers la pédagogie pour que cette réglementation européenne soit un atout pour nous industriels. C'est le cas pour toutes les réglementations. Il faut arriver à les prendre comme des opportunités, comme tu as dit. C'est pas toujours simple, parce que il y en a beaucoup, elles évoluent vite, surtout sur la partie environnement. Mais en tout cas, voilà, c'est bien que tout ce qui vient de l'Europe, on arrive à être prêt en France pour l'absorber. C'est intéressant. Merci Ludovic. On va faire une petite pause questions. Si vous avez des questions sur cette partie réglementation, c'était important, je pense, d'en parler pour remettre dans le cadre et de faire ce lien avec le bâtiment du futur. Je vais reprendre la zapette, s'il te plaît. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur la directive européenne? Bon, comme vous avez vu, la directive européenne et la directive de la performance énergétique,
Bon, elle est sortie, elle a été publiée. Maintenant, il y a tous les textes d'application pays par pays qui vont être mis en place. Donc tout ça est en cours. Hein. On a déjà les grandes lignes, mais c'est loin d'être terminé. Par contre, sur la F-Gaz, on a quand même les grandes orientations et on sait où on va. Donc s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne avec la troisième partie, donc, qui est le bâtiment du futur. Donc, je rappelle les gens qui ont participé en plus des adhérents du pôle Habitat FFB. Donc le bâtiment du futur, encore une fois, ce travail, cette vision de l'atelier technique, encore une fois, il y a eu la vision GRDF, ADEME, vous aurez la vision d'EDF juste derrière. Encore une fois, on n'est pas là pour opposer les visions, tout ça est bien complémentaire, vous verrez qu'il n'y a pas de grande contradiction entre tout ce qu'on se dit. Et on a essayé d'ouvrir un petit peu les chakras et de réfléchir à ce que pouvait être, cette fois au-delà des réglementations, au-delà des systèmes énergétiques, au-delà de l'approvisionnement, comment pouvait être construit notre bâtiment du futur. Donc je rappelle qu'on se positionne en 2030-2035 dans le contexte économique que je vous ai exposé juste avant la présentation de la F-Gaz et de la DPEB. Je vais découper la présentation, on va dire, ou la description de ce bâtiment du futur en trois parties. La première partie, ce sera l'enveloppe. Donc tout ce qui est mur, plancher, charpente, toiture, menuiserie, tout ce qui participe au hors-d'eau, hors-d'air, on va dire, pour faire simple. La deuxième partie, ce sera un peu plus en écho à ce salon Interclimat et à la présentation les systèmes énergétiques. Et une troisième partie, un peu en faisant écho à ce que disait Antoine, sur les usages et les services liés à ce bâtiment du futur. Donc pour la partie enveloppe, plusieurs points que je vais détailler. Donc, ce qu'on a imaginé, nous, c'est que l'enveloppe du bâtiment du futur, on devrait y mettre le bon matériau au bon endroit. Ça peut vous paraître la phrase la plus simpliste et la plus logique qu'on peut dire. Néanmoins, comme on vous l'a dit, rareté de la ressource, augmentation des prix. Quand je dis rareté de la ressource, ça veut dire moins de sable, moins de ciment, moins de ressources en général, va nous obliger en fait à optimiser à la fois sur la partie prix, mais aussi sur la partie, on l'a dit, carbone, environnement, notre enveloppe, c'est-à-dire que la mixité, sans parler peut-être de mixité, mais en tout cas, mettre le bon matériau avec la performance optimale au bon endroit, ça va être indispensable. Aujourd'hui, pour faire très simple, on peut faire tout en béton ou tout en bois parce que une seule entreprise, donc on se dit qu'on va réduire les coûts en faisant ça. On va peut-être pas forcément réduire les coûts en faisant de la mixité, mais en tout cas on va y être obligé puisque vous aurez des seuils, notamment par exemple les seuils RE 2031 qui vont nous imposer à mettre des matériaux le plus bas carbone possible et le tout béton avec le béton que vous avez actuellement, hein, puisque les bétons vont bien évidemment beaucoup évoluer d'ici là, ce sera impossible. On peut même imaginer que aujourd'hui on parle de mixité bois-béton, métal-bois, etc. Donc des filières industrielles et des filières économiques qui vont devoir travailler ensemble. On peut même imaginer que des secteurs différents vont devoir travailler ensemble. On va parler après de tout ce qui est recyclage. On peut imaginer qu'un secteur économique comme l'automobile, par exemple, recycle une partie de ces déchets pour en faire des produits qui vont ensuite être mis dans le bâtiment. Donc en fait, il va y avoir une collaboration qui devrait être beaucoup plus forte au niveau des matériaux et tout ça avec bien évidemment l'objectif environnemental en tête. J'en viens du coup à tout ce qui est démontabilité, recyclabilité, évolutivité. On pourrait parler aussi de réemploi évidemment. Le bâtiment du futur, il faudra qu'on l'imagine facilement démontable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on parlait un peu du marché de la rénovation d'ailleurs. La rénovation, c'est un marché très compliqué, notamment parce qu'on a du mal à rénover un bâtiment existant, on a du mal à toucher une structure existante, on a du mal à déconstruire un bâtiment entre guillemets proprement pour pouvoir réutiliser les matériaux qu'on a mis en place. Aujourd'hui, et notamment à cause ou grâce à l'impact carbone qu'on va devoir calculer, il va falloir que les produits et que la conception de nos bâtiments soient pensés de manière démontable pour faciliter les rénovations avec des produits où, par exemple, on utilise un minimum de colle et on est au maximum avec des fixations mécaniques. Tout ça dans des objectifs, comme je l'ai dit, de recyclabilité des produits et d'évolutivité. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de
l'évolutivité des bâtiments, transformer des bureaux en logements par exemple. Aujourd'hui, c'est un schéma qui est impossible à massifier, transformer des bureaux en logements. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pensé à la conception qu'on allait transformer le bâtiment complètement dans son usage. Si on fait ça avec des matériaux et une enveloppe notamment plus facilement démontable, je pense notamment à la façade, eh ben on va pouvoir plus facilement répondre aux règles d'urbanisme, aux réglementations incendie, accessibilité, etc. Un petit mot, puisqu'on parle d'enveloppe, sur la préfa 2D et le modulaire 3D. Je fais bien la différence entre les deux parce que notre vision, elle est aussi différente. La préfa 2D, c'est dans l'enveloppe, c'est le plancher, poutrelle ou prédale ou le mur préfabriqué que vous arrivez, que vous posez. Un mur, un plancher. Le modulaire 3D, c'est un module complet que vous allez poser directement sur le chantier. Il n'y a plus qu'à raccorder au réseau et vous êtes bon. Donc ça, c'est la différence qu'on fait. La préfa 2D, bien évidemment, ne disparaîtra pas, mais elle devra être beaucoup plus personnalisable. Aujourd'hui, on le sait, les préfabricants, eux, ils commencent à faire de la marge, on va dire, à gagner de l'argent quand ils font des produits en série. Là, il va y avoir un besoin de personnalisation et c'est aussi l'un des défauts de toute cette préfabrication, c'est que un bâtiment, c'est quasiment un prototype à chaque fois. Et si on n'arrive pas à gagner en personnalisation dans la préfa 2D, on aura du mal. Mais eux vont arriver à faire ça. Sur le modulaire 3D, alors là, c'est le grand débat du hors-site, notamment. La vision qu'on a, nous, au niveau de l'atelier technique, c'est que, malgré ce qu'on entend ou ce qu'on peut lire, le modulaire 3D, le hors-site, ne remplacera pas ce qu'on peut appeler le traditionnel, c'est-à-dire tout le reste. Aujourd'hui, on a des coûts de production qui sont quand même élevés sur ces filières-là, même si on va être sur des prix élevés en 2035. Nous, on voit par contre le modulaire 3D comme je l'ai mis ici, une réponse aux catastrophes naturelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir beaucoup plus d'épisodes de sécheresse, d'inondations, de catastrophes naturelles en général, et qu'on va avoir besoin d'hébergement d'urgence pour reloger les gens, le temps qu'on remette sur pied la maison, qu'on déconstruise, qu'on reconstruise éventuellement. Là, le modulaire 3D, il a une place hyper intéressante du style, vous avez un besoin d'hébergement d'urgence 6-8 mois, vous venez poser votre module sur un terrain, par exemple, non constructible, mais c'est pas grave, vous faites ça ponctuellement. Vous artificialisez pas plus, sans rentrer dans le débat du ZAN, et vous avez une réponse hyper adaptée et hyper calibrée. Donc on se dit que à 2030-2035, ce modulaire 3D, ça sera une très très bonne réponse à cet aspect-là. La gestion dynamique de façade. Là aussi, on rentre dans de la haute technologie, on va dire. Mais quand j'ai présenté l'enveloppe, je vous ai dit c'est ce qui fait le hors d'eau hors d'air. Dans le bâtiment du futur, il ne faudra pas que uniquement l'enveloppe fasse le hors d'eau hors d'air. Il faudra que notamment la façade participe à ce qu'on appelle la gestion dynamique, ça veut dire à la performance énergétique, la performance acoustique, la performance en termes de confort, la performance en termes d'ensoleillement, de luminosité. Vous me direz, c'est déjà normalement le cas aujourd'hui. Mais dans le bâtiment du futur qu'on a imaginé, on imagine des systèmes là aussi actifs avec des capteurs qui vont peut-être incliner les panneaux solaires de manière à ce que, en fonction de l'inclinaison, du mouvement du soleil, de la luminosité, on optimise la production d'énergie renouvelable. On peut imaginer que les menuiseries là aussi optimisent leur contrôle solaire en fonction de la température, de la luminosité, etc. Donc on aura des produits beaucoup plus techniques et la façade deviendra un élément hyper intéressant pour optimiser le confort, parce qu'en fait aujourd'hui on fait notamment avec ces réglementations, on fait des bâtiments très très performants sur le plan de l'isolation, sur le plan de la consommation énergétique. On oublie parfois le confort de l'occupant sur certains aspects, notamment sur tout ce qui est ventilation naturelle ou tout ce qui est confort lumineux. Et bien là, le bâtiment du futur, il faudra absolument qu'il prenne ça en ligne de compte. Et bien évidemment, on ne peut pas vous parler d'un bâtiment du futur sans vous parler de numérique et d'intelligence artificielle. De toute façon, on ne peut pas faire une présentation aujourd'hui sans parler d'intelligence artificielle. Donc forcément, le numérique dans les années 2030-2035 et l'intelligence artificielle, notamment pour la gestion dynamique de la façade, ce sera indispensable et ça permettra d'optimiser, de personnaliser. Surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous parlez de confort d'été par exemple, vous allez avoir deux personnes différentes dans la même pièce. L'un va se sentir bien, l'autre va pas se sentir bien, l'un va avoir chaud, pas l'autre.
grâce à l'intelligence artificielle, vous aurez une personnalisation de scénario en fonction du logement et la façade réagira de manière dynamique là-dessus. Sur les systèmes énergétiques, là aussi, donc système énergétique, hein, on voit ça bien évidemment au sens large, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, rafraîchissement, évidemment, j'en oublie sûrement, tout le lot CVC quoi en gros. Là aussi, gestion active, pilotage, personnalisation des scénarios, ça fait beaucoup écho à ce que je disais précédemment, mais là aussi les systèmes énergétiques, ils réagiront en fonction des habitudes de l'occupant, en fonction de ses volontés de confort et aussi en fonction, bien évidemment, notamment sur le plan réglementaire, des caps et des barrières au niveau réglementaire qu'on aura fixé, des caps de consommation. Donc des systèmes énergétiques encore plus innovants et performants, là je pense que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les exposants qui sont là, les systèmes énergétiques et le CVC en général, et peut-être le secteur qui évolue le plus vite et le plus fort en termes d'innovation dans le bâtiment, là il faudra aller chercher encore plus de performance, des consommations encore plus basses, des composants encore moins carbonés, on l'a vu avec la F-Gaz, tout ça ne baissera pas dans les années à venir en termes d'innovation. Le sujet de la garantie de performance énergétique. Ça, c'est un sujet peut-être que vous connaissez, qui est un sujet un peu touchy, on va dire. Nous, on imagine qu'à 2035, la garantie de performance énergétique devra être incontournable. La garantie de performance énergétique, pour vous la faire très simple, aujourd'hui, on vous livre des bâtiments basés sur une étude thermique qui est basée sur tout un tas d'hypothèses, notamment du chauffage à 19 degrés. Et donc, quand vous avez votre étude thermique, vous n'avez pas du tout les consommations réelles que vous allez voir dans votre bâtiment. La garantie de performance énergétique, c'est tout l'inverse. C'est de dire, je vous garantis, par des études, parce que je vais vous construire, que votre bâtiment va bien consommer ça. Donc c'est très compliqué à tenir, évidemment, et ça dépend beaucoup de l'occupant, vous imaginez bien. On imagine qu'à 2035, par contre, on ne pourra pas échapper à ça et qu'il faudra mettre en place cette garantie. Alors, il y a tout un écosystème, notamment assurantiel, qu'il va falloir mettre en place, mais en tout cas, on devra travailler là-dessus. Antoine parlait de la communauté de production, et je vais parler aussi d'économie circulaire de l'énergie. À 2035, il ne faudra pas envoyer de l'énergie dans le réseau inutilement. On va arriver à optimiser la production d'énergie renouvelable, alors soit par de l'optimisation technologique, notamment le stockage, vous en doutez bien, mais aussi par de la mutualisation entre bâtiments. Et là, ce sera indispensable parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup d'énergie renouvelable qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise mal aujourd'hui. À 2035, il faudra une communication entre bâtiments, voire même entre quartiers. Donc là, c'est un système un peu juridique aussi, hein, parce que la revente d'électricité est bien évidemment interdite. Mais en tout cas, il y aura une économie circulaire de l'énergie, on a appelé ça comme ça, pour que rien ne soit perdu et tout soit optimisé entre des bâtiments qui fonctionnent plutôt le jour et des bâtiments qui consomment plutôt la nuit. Alors un aspect intéressant qu'on a développé aussi, c'est la mise en place du leasing des systèmes énergétiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez bien ce que c'est. Aujourd'hui, vous louez de manière sur des longues périodes, par exemple des voitures. Ça commence un peu à arriver aussi dans les achats immobiliers, je ne sais pas si vous le savez. Mais on peut imaginer qu'on aura aussi des systèmes de leasing, des leasing de systèmes énergétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez votre pompe à chaleur, par exemple, que vous allez acheter votre maison, vous allez la payer plusieurs milliers d'euros. Donc c'est en plus des lots, le lot CVC qui prend de plus en plus de poids et qui coûte de plus en plus cher dans le coût de construction d'un bâtiment. Pourquoi ne pas imaginer que quand vous allez acheter votre maison, vous allez tout simplement juste louer votre pompe à chaleur, louer votre chaudière par exemple, et la rembourser de manière périodique tous les mois jusqu'à lever ou pas une option d'achat. En fait, ça permet d'avoir un coût d'investissement beaucoup plus faible et d'avoir un remboursement un peu plus différé, donc de faire baisser là pour le coup les coûts de la construction. D'autant plus que dans une économie qui va de plus en plus vers le service et moins vers la propriété, on peut se dire que du leasing de système énergétique, quand vous le changez au bout de, je dis n'importe quoi, de 20 ans, voilà, vous pouvez le changer facilement pour mettre quelque chose de plus performant, plus en lien avec les réglementations. Donc on baisse le coût à l'investissement et on diffère le changement. Un petit focus sur l'eau, puisque là aussi c'est l'un des sujets du moment. D'ailleurs, le Premier ministre en a longuement parlé hier.
Ça, ce sera un sujet, bien évidemment, qui est déjà hyper prégnant. Les systèmes de récupération, alors l'économie, les équipements économes en eau, les robinets, les douches à débit réduit, mais aussi les systèmes de récupération d'eau de pluie, systèmes de récupération des eaux grises pour alimenter en eau non potable tout ce qu'aujourd'hui on utilise en eau potable. Aujourd'hui, sans vous mentir, ces systèmes ne sont pas du tout rentables. Quand vous mettez un système de récupération d'eau de pluie aujourd'hui, c'est au prix de l'eau, ça ne vaut pas le coup. On peut imaginer que dans les années à venir, le prix de l'eau va augmenter, vu la rareté de la ressource, et donc que ces systèmes de récupération, qui aujourd'hui sont pas rentables, deviennent intéressants à l'investissement. Donc dans le bâtiment du futur, il y aura ce sujet-là à traiter. Dernier point, les usages et les services. On a beaucoup parlé du côté social et sociétal de nos bâtiments. Tout ça, toute cette technologie, toutes ces innovations, elles devront bien évidemment s'inscrire dans le cadre d'une évolution des usages et des services qu'on fait, notamment des logements aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, on voit beaucoup le bâtiment, et c'est un peu le cas, comme un consommateur d'énergie, comme un émetteur de carbone et comme un destructeur de biodiversité. Notamment, et c'est pour ça qu'on a toutes ces réglementations difficilement applicables comme le ZAN. Mais c'est qu'aujourd'hui, on doit franchir un palier supplémentaire là-dessus. On doit passer d'un bâtiment producteur d'énergie, ça j'en ai parlé, d'un bâtiment qui va capter le carbone, donc notamment en utilisant des matériaux qui vont capter le carbone et mettre le bon matériau au bon endroit, j'y reviens, et un bâtiment créateur de biodiversité. Créateur de biodiversité, ça veut dire qu'on va imaginer aussi des technologies qui permettent de tout simplement au moins de maintenir la faune, la flore du bâtiment et du secteur dans lequel on s'inscrit. Et donc ça va être très très important qu'on franchisse encore un cap supplémentaire là-dessus. Deuxième aspect, la mixité des services partagés. Aujourd'hui, vous avez, si je prends des projets de logement collectif, par exemple, vous avez uniquement la partie logement. Vous n'avez que des logements. Même si ça se fait de plus en plus, vous n'avez pas forcément des services directement à l'intérieur du logement. On peut imaginer que, par exemple, dans les logements collectifs du futur, il y ait des services soit uniquement destinés aux occupants, soit aussi ouverts à l'extérieur. Par exemple, des espaces de coworking, où aujourd'hui, avec des prix élevés, on ne peut pas se payer cette chambre avec ce bureau pour faire du télétravail. Eh bien, ça peut être intégré directement de manière collective dans le bâtiment. Mais on peut aussi parler de médical. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, on peut de plus en plus imaginer que quand on va construire des logements, on va construire des services médicaux très très proches pour répondre aux besoins. Et en fait, il va falloir beaucoup plus de services très très proches, notamment parce qu'on va aussi de moins en moins utiliser la voiture, surtout avec un périph' à 50 km/h. Mais on va devoir plus de proximité dans les services des bâtiments qu'on va construire. Et le dernier aspect, c'est que tout ça, il faut le payer. Aujourd'hui, vous remarquerez, vous avez peut-être remarqué si vous essayez de faire un crédit immobilier en ce moment, que le prêt amortissable sur 20 ans, sur 25 ans, aujourd'hui il a beaucoup de mal à financer ces bâtiments-là, et ces bâtiments qui coûtent, comme je l'ai dit, très très cher. Donc il va falloir trouver des modes de financement innovants des opérations. On a parlé de leasing immobilier, de leasing des systèmes énergétiques, ça peut exister aussi pour l'immobilier. On va parler aussi d'indivision, de financement coopératif. On doit encore creuser ces modes de financement. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne l'a pas encore assez bien travaillé. Mais en tout cas, le financement des opérations sera là aussi hyper important et un enjeu clé pour le bâtiment du futur. Donc voilà ce que je voulais vous montrer comme travail. Donc on est sur des réflexions sur un an de réflexion, donc on a déjà bien avancé. On va poursuivre ces réflexions, on va essayer de modéliser tout ça, de chiffrer tout ça, et on espère pouvoir présenter au grand public tout ça prochainement. En tout cas, merci à ceux certains sont dans la salle, qui ont travaillé sur ce bâtiment du futur. On a beaucoup de pistes pour la suite qui peuvent là aussi guider les innovations, guider les innovations produits. Donc voilà. Et après la présentation, je prendrai des questions, parce qu'on est un petit peu en retard, on va dire. Alors c'est la vision de certaines personnes. On a eu la vision GRDF, ADEME aussi sur ce bâtiment du futur. Et on va passer à
Alors j'ai mis une autre vision prospective, mais c'est celle d'EDF. Emmanuel, tu vas nous en parler, nous détailler tout ça. Eh ben effectivement, merci Julien et merci pour cette opportunité de vous parler du bâtiment du futur. Alors l'idée de cette présentation, c'est effectivement de vous dessiner un petit peu les grandes lignes directrices issues de la vision programmatique des pouvoirs publics et qui pourraient orienter le choix des énergies et des systèmes dans le bâtiment pour les années à venir. Alors on va retrouver pas mal de thèmes que tu viens d'aborder Julien, mais de manière peut-être moins exhaustive et en dézoomant un petit peu sans forcément rentrer dans les détails. Alors si on regarde déjà au départ, le bâtiment, en fait, on passe à peu près quasiment 70% de notre temps de vie à l'intérieur de nos logements. Et si on regarde le bâtiment dans son ensemble, donc si on rajoute les restaurants, les théâtres, les cinémas, etc., en fait, on passe quasiment 90% de notre vie à l'intérieur d'un bâtiment. Alors ça explique d'ailleurs en partie pourquoi le bâtiment reste aujourd'hui en France le principal contributeur d'émissions de gaz à effet de serre avec les transports et de loin le premier poste de consommation d'énergie. Alors quand on regarde ça, on voit bien que le bâtiment doit réduire son empreinte environnementale et donc il a un rôle à jouer, notamment dans l'atténuation du changement climatique. Et en parallèle, vu qu'on y passe une grande partie de notre temps à l'intérieur, il faut aussi qu'il s'adapte à ce changement climatique déjà en cours pour qu'il puisse nous protéger des vagues de chaleur qui devraient se répéter et s'intensifier dans les années et décennies à venir. Alors le bâtiment, c'est aussi en fait un nœud au milieu d'un maillage complexe de flux énergétiques. On va le retrouver au centre des réseaux électriques, au centre des réseaux gaziers, au centre des réseaux de chaleur. Et donc le fait qu'il soit placé à ce nœud énergétique et au nœud aussi de la transition numérique, puisqu'on va avoir ces énergies qui varient dans le temps, et on l'a vu tout à l'heure à la fois dans la présentation d'Antoine ou dans ce qu'a pu dire Julien, on va avoir le bâtiment qui aura un rôle à jouer dans cette dynamique temporelle et dans ce flux d'énergie qui viennent l'alimenter. Alors si on peut résumer un petit peu, le bâtiment de demain, en fait, il sera à la fois bas carbone, il sera sobre, donc il consommera le moins d'énergie possible, il sera intelligent et il sera confortable. Et donc ces 4 paramètres vont venir impacter le choix des énergies, le choix des systèmes et donner des indications sur l'évolution des usages qu'on va retrouver au sein du bâtiment. Alors si on commence par l'aspect bas carbone, oui, effectivement, le bâtiment du futur devra être bas carbone. Alors pour ça, quelques éléments de contexte. Il faut se référer à un contexte qui dépasse largement le cadre du bâtiment ou de la France. C'est un enjeu mondial, donc l'enjeu autour du changement climatique. Alors pour faire un tout petit peu d'histoire, ça vient du sommet de Rio de 92, avec notamment la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a donné naissance aux conférences des parties, donc les fameuses COP qu'on a chaque année et qui traitent des questions climatiques à l'échelle mondiale. Et puis après, bien sûr, on a ces enjeux qu'on retrouve au niveau européen et au niveau national. Donc au niveau européen, notamment avec tout le cadre imposé dans le cadre du Pacte vert, le fameux Green Deal, et puis au niveau national dans le cadre de la stratégie française sur l'énergie et le climat. Alors si on fait un petit zoom là-dessus, alors l'objectif c'est pas de rentrer dans le détail des textes réglementaires et législatifs en Europe et en France, mais c'est pour montrer qu'effectivement on est plutôt en avance en Europe et en France là-dessus, et surtout c'est montrer la dynamique qu'il y a ces dernières années. Donc il y a eu une nette accélération de tous ces textes législatifs qui imposent des contraintes au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors la partie supérieure là, du graphique, c'est on va dire les grandes lignes directrices européennes, et puis la partie inférieure, c'est plutôt la France. Donc on va retrouver en haut ce fameux Green Deal qui impose la neutralité carbone à horizon 2050. On va retrouver le paquet législatif Fit for 55, on va le voir juste après, qui impose d'accélérer en fait la trajectoire de décarbonation avec un point de passage ambitieux à 2030 en abaissant les émissions de 55% par rapport à 2019. Et puis, on a eu aussi un programme qui a été lancé pendant le conflit en Ukraine, notamment, qui était REPowerEU et qui devait renforcer, en tout cas qui doit renforcer l'indépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis des énergies fossiles, et notamment du gaz russe, qui a aussi accéléré encore les enjeux autour de la décarbonation.
Et puis en dessous, donc, on retrouve toute cette déclinaison française. Et on retrouve notamment à la fois les textes programmatiques avec la stratégie nationale bas carbone qui donne un peu l'horizon long terme. Et puis la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est un peu la boîte à outils finalement de la SNBC qui donne une vision sur 4 ou 5 ans. Et puis après, tout le paquet législatif qui en découle. Et tout ça qui forme ce cadre de référence qui est discuté encore aujourd'hui, qui est la stratégie française pour l'énergie et le climat. Alors concrètement, quand on regarde ce que ça impose pour le bâtiment français, en fait, on regarde, si on prend ce graphe qui résume un petit peu les principaux objectifs, on voit que pour le bâtiment, on a 2 grands objectifs. Donc le premier qui est cette neutralité carbone à horizon 2050. Alors je rappelle que cette neutralité carbone, en fait, c'est une neutralité nette, c'est pas une neutralité en valeur absolue. C'est-à-dire qu'en fait, on doit émettre pas plus de gaz à effet de serre que ne peut en absorber le milieu naturel. C'est pour ça qu'on parle de puits carbone à l'opposé, qui sont censés compenser ce petit reste d'émissions qu'il y aura en 2050. Donc au total, ça doit bien faire 0, mais on émettra quand même encore un petit peu. Et surtout, il y a un deuxième objectif, qui est ce point de passage dont je parlais tout à l'heure, et imposé par le paquet législatif Fit for 55 qui a été décidé en Europe, et qui doit être décliné en France, et qui, pour le bâtiment, se traduit par une baisse de 60% des émissions d'ici 2030 par rapport à la référence de 2019. Et donc c'est une accélération très très forte, parce que 2030 c'est dans 6 ans maintenant, donc c'est une accélération très forte sur cette trajectoire. Alors cette accélération, elle vient pas de nulle part en fait, parce que quand on parle d'enjeux climatiques, on parle d'enjeux en termes de niveau d'élévation de température, et pour un même objectif de neutralité carbone en 2050, le fait de passer plus ou moins rapidement par le bas impacte directement le niveau d'élévation de température. Quand on émet du CO2, si on prend le CO2 qui est un peu le gaz principal, en tout cas en volume, qui contribue à l'effet de serre, parce qu'il y en a d'autres, il y a le méthane qui a un pouvoir bien plus puissant, mais qui est en volume est moins important. Bon, il reste 100 ans dans l'atmosphère, donc on comprend bien que si on diminue les émissions très rapidement, ça n'a pas le même effet pour un même point d'objectif final en 2050 que si on diminue un peu moins rapidement et qu'on arrive plus tard à l'objectif. Donc c'est tout l'idée en fait d'avoir voulu accélérer en 2030. Et alors quelques points de repère quand même, parce qu'on parle du bâtiment. 2050 ça peut paraître loin, mais quand on construit un bâtiment aujourd'hui, en 2050 il sera toujours là. Donc la manière dont on le construit aujourd'hui impacte aussi nos objectifs en 2050. Et puis même si on regarde les équipements, notamment les équipements de chauffage, puisque les usages thermiques pèsent vraiment lourd dans le poids carbone du bâtiment, en fait un équipement de chauffage qu'on installe aujourd'hui, que ce soit en rénovation ou dans un logement neuf, il sera toujours là en 2040. Donc si on installe un équipement de chauffage carboné, on aura toujours ces émissions qui continueront à être comptabilisées et à impacter le climat en 2040. Alors du coup, comment on fait pour atteindre ces objectifs ? On a 3 grands leviers qu'on connaît. Donc c'est substituer les énergies fossiles par des énergies bas carbone. Et puis c'est diminuer le besoin énergétique, donc diminuer la consommation. Donc soit par de l'efficacité, donc ça c'est plutôt le volet technologique on va dire, soit par la sobriété, c'est plutôt le volet comportemental. Alors par contre, ces leviers, ils doivent bien tous être activés. Ça, c'est une nécessité et c'est incontournable. Par contre, ils n'ont pas tout à fait le même poids dans l'atteinte des objectifs. Si on regarde par exemple la vision du secrétariat général à la planification énergétique, à horizon 2030, le poids de chacun de ces leviers pour atteindre les objectifs n'est pas tout à fait le même. Si on regarde la substitution des énergies fossiles, c'est naturellement le levier qui a le plus d'impact. C'est à peu près 65 à 70% d'impact sur l'objectif à atteindre. Et puis après vient effectivement la réduction des besoins, notamment via l'isolation et via le rendement des équipements. Et puis la sobriété, donc le volet comportemental dont je parlais tout à l'heure. Alors justement, si on regarde ce levier qui est, encore une fois, il faut activer les 3, mais si on commence à regarder le plus important qui est sortir des énergies fossiles, on doit basculer vers des vecteurs énergétiques bas carbone. Alors, quels sont ces vecteurs énergétiques ? On en a plusieurs. Le premier, c'est la chaleur renouvelable. Encore une fois, les usages thermiques dans le bâtiment, c'est ce qui pèse le plus lourd en termes d'émissions de CO2. Donc il faut s'occuper des usages thermiques et on a de la chaleur renouvelable qui peut être à disposition de manière quasi infinie.
et qui peut se retrouver sous la forme aérothermique, sous la forme géothermique ou sous la forme solaire. On peut aussi récupérer la chaleur perdue, la chaleur fatale. Alors on a beaucoup sur des sites industriels, on l'a moins dans le bâtiment, mais on a quand même les eaux grises, Julien en parlait tout à l'heure. On peut récupérer de la chaleur sur ces eaux grises. Et puis de manière globale, même sur des sites industriels, on peut aller, via un réseau de chaleur, aller récupérer cette chaleur fatale et la véhiculer jusqu'au bâtiment. Par contre, souvent, ces chaleurs-là, elles ont des niveaux de température assez bas. Et donc il faut les remonter en température, et bien souvent à l'aide d'une pompe à chaleur, qui nécessite d'avoir recours à l'électricité, qui, ça tombe bien en France, est déjà bas carbone. Et puis on a une quatrième source d'énergie, bas carbone pour remplacer les énergies fossiles, qui est la biomasse. Alors la biomasse sous toutes ses formes, et qui peut être mise à disposition et qui doit être mise à contribution également. Alors par contre, toutes ces énergies n'ont pas les mêmes disponibilités et les mêmes gisements. Alors si on regarde la biomasse justement dont je parlais, en fait elle est assez contrainte. Et si on regarde aujourd'hui, d'ailleurs c'est un des sujets principaux dans la vision programmatique du gouvernement, c'est savoir comment on assure le bouclage entre ce que peut offrir le milieu naturel en termes de biomasse, les différents usages qui sont en compétition par rapport à cette biomasse, et puis ce qu'on imagine faire par secteur d'activité. Bon, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, c'est le graphe du bas. Mais pour le bâtiment, alors déjà même de manière un petit peu plus globale, si on regarde tous les secteurs d'activité, on a à peu près un gros millier de térawattheures encore d'énergie fossile qui sont utilisés en consommation en énergie finale pour la France. Dedans, il y a les produits pétroliers, il y a le gaz fossile, etc. 1000 térawattheures, bon, c'est énorme. Et la biomasse aujourd'hui, sous toutes ses formes, c'est à peu près un peu moins de 200 TWh qui est utilisé pour les différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, le bâtiment, etc. On estime qu'on a un gisement, ce que peut mettre à disposition le milieu naturel, d'à peu près 300 TWh, voire un peu plus, peut-être entre 300 et 400. Donc on voit bien qu'on a une grosse centaine de térawattheures supplémentaires à exploiter potentiellement pour tous les secteurs d'activité, versus un millier à transformer en énergie bas carbone. Donc la biomasse aura un rôle clé, et ça va se renforcer dans les années à venir, mais elle ne pourra pas répondre à tout le volume qu'on doit substituer d'énergie fossile. Alors si on regarde la biomasse solide, globalement elle devrait à peu près stagner par rapport à aujourd'hui, peut-être en légère croissance si on regarde tous les secteurs d'activité. Par contre pour le bâtiment, elle devrait potentiellement se contracter. Donc ça en tout cas c'est dans la vision programmatique qu'on verra juste en dessous, qui est donnée toujours par le SGPE. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de bâtiments alimentés par exemple par du chauffage au bois, parce que les systèmes sont de plus en plus performants, mais en tout cas le volume disponible ne devrait pas augmenter. On a une biomasse alors gazeuse cette fois qui elle est plutôt limitée dans sa disponibilité. Alors il y a des études qui ont été faites par France Stratégie, par l'ADEME, etc. Et quand on regarde, il y a une forme de consensus qui s'installe autour d'une centaine de térawattheures de disponibilité autour de la biomasse gazeuse et qui sera normalement principalement allouée à l'industrie, à la production d'électricité, c'est-à-dire là où on a besoin de hauts niveaux de température et où c'est potentiellement plus compliqué d'avoir des alternatives bas carbone. Et puis on a la chaleur renouvelable dont je parlais tout à l'heure, qui elle est en volume quasiment infini, puisque ça provient soit de l'air ambiant, soit du sol, soit des apports solaires. Par contre, elle nécessite, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être montée en température. Et puis enfin, on a l'électricité bas carbone, qui offre des volumes qui sont disponibles et qui seront en quantité suffisante dans les années à venir pour intégrer de nouveaux usages. Alors juste si je fais un petit point sur justement ce graphique que vous voyez là, en fait c'est le graphique du SGPE pour comprendre un petit peu ce problème d'énergie lié aussi à la biomasse. Et donc la partie en jaune, vous avez la partie qui concerne le bâtiment, donc en clair la partie résidentielle, en plus foncé la partie tertiaire. Et c'est le volume de biomasse alloué au bâtiment en fonction des années. Et donc on voit bien que en fait, cette part n'a pas vocation à croître. Et puis on voit de manière globale que quand on décompose les besoins par secteur d'activité en biomasse dans les années futures, par rapport à ce qui est disponible offert par le milieu naturel, on voit qu'aujourd'hui on bute sur un problème de bouclage
ce qui fait que tous les secteurs d'activité vont être contraints, y compris le bâtiment, qui pourrait voir se contracter un petit peu la solution biomasse en remplacement des énergies fossiles. Donc encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'il y aura un rôle important à jouer par la biomasse dans le bâtiment. Elle sera présente, mais elle ne pourra pas répondre à l'ensemble du besoin. Alors si on regarde tout ça, ben, en fait, comment ça se décline en système, puisque là on a parlé plutôt des énergies, donc avec la chaleur renouvelable, la biomasse, l'électricité. Maintenant, si on regarde la déclinaison en système, ben, en fait on a une grande variété de solutions de systèmes énergétiques, de chauffage bas carbone et de production de chaude sanitaire. Alors on va retrouver la pompe à chaleur, puisque c'est bien elle, comme on l'a dit précédemment, qui va venir pouvoir capter cette chaleur renouvelable en quantité quasiment infinie. On va retrouver les réseaux de chaleur, qui permettent aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment de récupérer de la chaleur fatale issue de sites industriels ou sur des eaux grises. Et puis on va retrouver, hein, bien sûr, les équipements de chauffage au bois, qui sont déjà très présents dans l'écosystème bâtimentaire aujourd'hui et qu'il sera toujours demain. Et puis on aura des compléments sur le solaire thermique et l'autoconsommation individuelle ou collective. Alors ça, c'était pour la partie bas carbone, mais le bâtiment de demain, il devra aussi moins consommer, donc il devra être sobre. Alors ça, c'est pareil. Si on regarde un petit peu la vision programmatique du gouvernement, donc c'est toujours issu du secrétariat général à la planification écologique. Donc on a bien... Ah oui, alors ça, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc on a bien... Attends, excuse-moi Julien. Donc on a bien le premier enjeu, le premier objectif qu'on vient de voir, et le deuxième qui est bien de réduire les consommations d'énergie, où le SGPE prévoit d'ici 2030, alors là on est plutôt à horizon 2030, on n'est pas à horizon 2035, hein, mais d'une baisse d'environ 10%, alors je crois que le chiffre exact en fait c'est 12% qu'il y a derrière, hein, entre 2019 et 2030. Alors ça peut paraître pas très ambitieux, mais l'ambition à horizon 2050 est bien plus forte, hein. L'ambition, c'est d'aller jusqu'à moins 40%, voire moins 50% en termes de réduction du besoin énergétique. Et puis en 2035, on peut imaginer qu'on sera quelque part entre les deux, donc on sera peut-être entre moins 20 et moins 30%, si on arrive à satisfaire les ambitions qu'on se donne. Alors, comment on fait pour consommer moins ? Eh ben, y a une partie performance, on va dire, des équipements et du bâti, et puis une partie, un volet comportemental sur l'aspect sobriété. Alors sur la partie technologique, on va dire, donc performance technologique, ben, on va retrouver la pompe à chaleur, hein, qui reste le premier geste de réduction des consommations. Donc là, vous avez d'ailleurs un petit graphe qui est fait par l'Observation nationale de la rénovation énergétique, qui donne un petit peu les économies conventionnelles d'énergie qui sont réalisées par geste de rénovation. Donc ça, c'est des statistiques issues de dispositifs MaPrimeRénov'. Et puis on voit la pompe à chaleur qui ressort effectivement très haut de par le fait qu'elle permet d'abattre 75% des besoins de chauffage par rapport à un système de chauffage traditionnel. Et puis bien sûr, en deuxième vient l'isolation, qui est un levier important d'économie d'énergie, hein. Alors que ce soit l'isolation des murs par l'extérieur, par l'intérieur, l'isolation des combles ou des ouvrants. Et puis on a aussi, on a tendance à l'oublier, mais on a des appareils électroménagers qui sont de plus en plus performants. Donc, vous savez, les petites étiquettes que vous avez sur votre machine à laver, etc., ben ça vient aussi d'une directive européenne, hein, de l'écolabelling, qui contraint au fur et à mesure les équipements à être de plus en plus performants et de consommer de moins en moins, et qui permet de rendre le bâtiment de demain de plus en plus sobre. Et sur le plan comportemental, donc on a effectivement la sobriété, on a vu ses effets ces 18 derniers mois. Vous avez dû voir dans pas mal d'études qui sont sorties, on a réussi à baisser à peu près d'une dizaine de pourcents nos consommations dans le bâtiment, uniquement sur le volet comportemental. Donc c'est pas du tout négligeable, hein. On vient de voir tout à l'heure que les ambitions de baisser de 10% en raison 2030, c'est déjà l'équivalent en ordre de grandeur de ce qu'on peut faire en termes de sobriété. Et ça passe par un comportement vertueux. Donc ça veut dire quoi ? Typiquement, abaisser un peu sa consigne de chauffage l'hiver, hein, c'est-à-dire éviter de se chauffer à 24 degrés par exemple. Et puis bien sûr aussi, il y a un volet technologique derrière ça qui permet d'avoir un comportement le plus vertueux possible, qui est le pilotage des équipements. Donc si vous arrivez à avoir une gestion spatiale et temporelle de vos équipements de chauffage, bien sûr ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur vos consommations et de les diminuer pour avoir un bilan énergétique moins lourd à l'année.
Alors justement, ça fait une bonne transition, ce pilotage des équipements. On l'a vu tout à l'heure, le bâtiment qui est au nœud des flux énergétiques et qui baigne dans une société, on va dire, de plus en plus numérique, eh ben, ce bâtiment, il devra être aussi intelligent. Alors, la première notion dans ce flux énergétique, c'est que quand on regarde, encore une fois, cette vision un petit peu programmatique, donc cette vision prospective, on voit bien, et il y a des lois qui appuient ça, que les ENR vont se développer de plus en plus dans les années et décennies à venir. Donc ça, c'est vrai pour tous les États membres de l'Union européenne, et c'est vrai également en France. Donc si on regarde par exemple ce graphe de RTE, qui donne la vision de la production d'électricité, donc du parc de production européen à horizon 2030 et 2035, on voit que la part liée aux énergies renouvelables intermittentes est de plus en plus importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça renforce cette vision dynamique temporelle des flux énergétiques qui vont venir alimenter le bâtiment. Donc on va avoir des injections, en tout cas des productions d'énergie par le parc éolien et le parc photovoltaïque à certains moments de la journée quand il y aura du vent ou du soleil. Et donc ça renforce cette nécessité à avoir un bâtiment qui est intelligent et qui s'intègre parfaitement dans cette dynamique temporelle. Et donc vous avez un exemple, par exemple en dessous, qui permet de voir en décalant les usages et donc la consommation et donc le besoin du bâtiment par rapport à la production de ces énergies intermittentes, de voir comment on peut correspondre un petit peu mieux à cette production à un certain moment donné de la journée. Donc comment on peut absorber ces apports d'énergie par les parcs éoliens et photovoltaïques. Et donc ça va se faire aussi par des équipements connectés pilotables d'un côté et puis des systèmes de stockage de l'autre. Alors on peut retrouver tout ce qui va être pilotabilité des systèmes de chauffage et de chaude sanitaire. On va retrouver du stockage. Alors le stockage peut se faire sous la forme de chaleur sensible ou latente d'ailleurs. Donc on va retrouver typiquement le ballon d'accumulation d'eau chaude sanitaire. Et puis on va retrouver aussi, avec le développement du véhicule électrique, les batteries. Alors elles peuvent être intégrées dans le véhicule justement, elles peuvent être aussi à part. Et donc tout l'enjeu, ça va être de faire fonctionner cet écosystème de manière intelligente et encore une fois dynamique d'un point de vue temporel. Alors il y a des enjeux aussi financiers derrière, puisque c'est aussi un moyen d'aller économiser sur sa facture énergétique. Voilà, donc on a vu le bâtiment de demain bas carbone, sobre, intelligent, et il sera aussi confortable. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas aujourd'hui, mais il le sera encore plus demain. Et notamment, on a eu beaucoup tendance à s'occuper du confort d'hiver. Et maintenant, au regard du changement climatique, on a aussi des besoins de s'occuper du confort d'été. Alors il y a des choses qui sont faites, il y a une volonté clairement affichée d'améliorer le confort d'été. On le retrouve d'ailleurs dans des dispositifs réglementaires. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de la RE 2020. La RE 2020 a introduit pour la première fois effectivement une dimension confort d'été, alors qui doit progresser encore, mais en tout cas ça veut bien dire qu'il y a une prise en compte de cet aspect-là. Et puis vous avez dû le voir, on a une trajectoire d'adaptation au réchauffement climatique qui est en cours et discutée au niveau du gouvernement pour donner la troisième version, donc la révision du fameux PNAC, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. Et tout ça, c'est en cours. Donc il y a des volontés d'améliorer ça. Par contre, il y a vraiment une réalité en face qui nécessite d'accélérer. Aujourd'hui, il y a à peu près 55%, alors en tout cas c'est plus de la moitié des Français qui déclarent avoir souffert d'un excès de chaleur. Et puis il y a des études que vous avez dû voir passer récemment, notamment de la Haute Autorité de Santé en France, qui arrivent à corréler en fait l'impact aussi sur la mortalité en France de ces vagues de chaleur. Et donc on voit apparaître des chiffres qui sont malheureusement assez tristes et qui montrent toute la nécessité d'accélérer sur ce confort d'été. Alors, par rapport à ça, l'impact sur les systèmes dans le bâtiment de demain, ça veut dire qu'on va avoir des nouveaux systèmes peut-être qui vont apparaître. Alors on a tout ce qui est solutions passives. Alors ça va des puits provençaux, donc où on va rafraîchir le bâtiment en faisant passer d'abord l'air dans le sol pour qu'il se rafraîchisse avant de rentrer dans le bâtiment.
Ça va à la gestion des ouvrants et puis l'aspect traversant des logements pour pouvoir rafraîchir par exemple la nuit et mieux ventiler quand les périodes un peu plus fraîches arrivent. Ça peut être des protections mobiles, ça peut être des peintures réfléchissantes. Donc il y a tout un tas de solutions passives à mettre en place et qui sont à l'étude et qui commencent à être déployées. Et puis après, parce que malheureusement dans les climats qui vont arriver dans les années et décennies à venir, il y a certaines zones géographiques déjà en France pour lesquelles les solutions passives ne sont pas toujours suffisantes. Et à l'avenir, ça risque de se renforcer. Donc on a aussi des solutions qu'on appelle douces et actives. Alors douces parce que c'est des consommations qui sont quasiment négligeables, et actives parce que c'est des consommations qui sont un peu plus importantes, mais qui sont jamais très fortes si on prend des systèmes performants. Et là donc on va retrouver tout ce qui est brasseur d'air, hein. Donc là vous avez juste le petit moteur à faire tourner, donc c'est une petite consommation mais c'est pas grand chose. Et puis vous allez avoir tout ce qui est plus climatique, j'en parlais tout à l'heure, des systèmes un peu plus innovants mais qui doivent être encore éprouvés au niveau technologique, comme des rafraîchissements évaporatifs indirects. Et puis on va retrouver naturellement toutes les pompes à chaleur, donc les RO qui peuvent marcher de manière totalement réversible et qui vont faire du rafraîchissement, ou les packs RR qui peuvent faire de la climatisation, sachant que là encore hein, c'est des solutions actives mais qui ont des très faibles niveaux de consommation, puisqu'on a des... alors on n'appelle pas ça des COP pour les systèmes de rafraîchissement, mais des ratios d'efficacité énergétique, et qui vont jusqu'à une dizaine. Donc ça veut dire qu'en gros, quand vous utilisez 1 kWh d'énergie électrique, vous en déplacez 10 pour évacuer la chaleur à l'extérieur du logement. Donc toutes ces solutions-là sont en train de se déployer, et il y a des vraies ambitions au travers de ça pour répondre à cet enjeu de confort d'été de manière performante, pour éviter aussi l'installation intempestive de climatiseurs mobiles. C'est malheureusement ce qu'on rencontre trop souvent quand on ne prend pas le problème au départ. Les gens s'équipent en urgence face à une vague de chaleur. Et puis vous devez les connaître, hein, c'est ces petits climatiseurs à roulettes avec un petit cordon à la fenêtre et qui n'est pas toujours efficace et pas toujours bien installé. Et donc il est important de prévoir pour le bâtiment de demain d'intégrer ces solutions, soit nativement quand le bâtiment vient d'être construit, soit de l'intégrer intelligemment lors d'une rénovation. Voilà, et donc c'est cette vision très macroscopique. Quand j'ai demandé à l'intelligence artificielle de notre entreprise de me représenter un bâtiment qui serait à la fois bas carbone, sobre, intelligent et confortable dans le futur, il m'a donné ça, donc ça pourrait ressembler à ça. Alors c'est l'IA de notre entreprise, alors bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a un véhicule électrique et une pompe à chaleur, mais il se pourrait quand même que le bâtiment de demain ressemble un petit peu à ça. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais faire le même exercice que toi avec ChatGPT. Là, je vais mettre tout ce que j'ai dit et je vais faire une image pour voir, c'est intéressant. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que sur tout ce qu'on a dit, il y a des questions, il y a des réactions peut-être? Oui, madame. Je vais m'occuper de faire voyager un micro afin de vous permettre d'interagir. Bonjour, madame. Bonjour, d'abord merci pour cette belle synthèse qui clarifie pas mal de choses, même à long terme. Donc moi, dans le cadre d'une copropriété, on a des problèmes sur une chaufferie gaz. Est-ce qu'à l'instant T, on peut déjà faire venir quelqu'un pour faire déjà une étude de faisabilité des différentes solutions qui pourraient être mises en œuvre à X années, donc avec plusieurs strates de travaux à voter en copropriété dans une assemblée générale? Je réponds, oui. Je pense qu'il faut même le faire. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des plans pluriannuels de travaux, les PPT. Et il y a notamment des bureaux d'études ici présents qui peuvent vous faire ça. Je pense que l'étude de ce système énergétique et les travaux planifiés à plusieurs années, je vous invite à aller voir un bureau d'études thermiques et environnementales. Et dans le cas d'une copropriété, c'est très important de le préparer et de le planifier, parce que les gens ils vont devoir investir un peu. Donc c'est bien que ce soit fait sur plusieurs années. C'est bien surtout de le démarrer dès maintenant. Parce que, alors encore une fois, le Premier ministre l'a un peu remis en cause hier, mais vous allez avoir des interdictions de location sur certains appartements mal notés au niveau de leur capacité énergétique. Donc c'est très important de rénover dès maintenant et d'engager les démarches dès maintenant, effectivement. Merci. 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 Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Oui. J'aimerais ajouter un point par rapport à la copropriété, madame. Surtout, ce qui est très important, c'est que si vous travaillez avec un bureau d'études, c'est d'étudier le plus de scénarios possible. La phase conception, elle est très importante, de bien peser chacun des scénarios. C'est important parce que moi, je vois certains PPT passer. C'est un peu, voilà, il y a 2 solutions proposées, voire une des fois. Il y a des choses un peu simplistes. Donc les bureaux d'études sont capables de vous faire des études beaucoup plus approfondies avec beaucoup plus de scénarios. Donc il ne faut pas hésiter à bien creuser avec votre bureau d'études. Moi, c'est mon conseil. Il y a une grande disparité des fois dans les études qui sont réalisées. Donc voilà, il faut creuser profond. Voilà. Du coup, dans le cadre de ce projet de bâtiment basse en émissions de carbone, il va être commencé dans quelle ville? Le but aujourd'hui, on est à l'état de réflexion. Nous, en fait, on a un réseau qu'on appelle les adhérents, mais qui sont des constructeurs et des promoteurs. Ce sera ensuite à eux de se saisir de ces réflexions-là. Et ensuite, on a des projets tests qu'on peut engager. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de mis ça sur les rails. Notre but final, c'est ça. C'est vraiment de le concrétiser et d'essayer de le construire, ce bâtiment du futur. Je peux malheureusement pas vous donner de date, ni de lieu, ni de projet concret aujourd'hui, mais dans les années à venir, c'est ce qu'on va essayer de faire. Une question derrière, mademoiselle, oui. Bonjour, merci pour la conférence. On parle beaucoup de sobriété, mais on parle aussi de rajouter des nouvelles technologies, de l'IA, qui sont très coûtantes au niveau de l'énergie. Alors est-ce que c'est pas contradictoire de vouloir toujours en remettre alors que ça a un impact sur l'environnement? Très bonne question. Qui veut la prendre? Moi, je veux. Vas-y. Moi, je la prends parce que justement, j'ai parlé de low-tech tout à l'heure. Et je vous invite à consulter toute cette littérature autour des low-tech parce que dans un monde où les ressources sont finies et on empile les technologies, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce qui est très intéressant, nous, on a fait un guide vers la ville low-tech avec différents acteurs. Et ce qui ressort de nos travaux autour de cette notion de low-tech, c'est pas on ne retourne pas la bougie, c'est pas l'idée, mais c'est l'idée du discernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté du bâtiment du futur, c'est de pouvoir discerner la juste technologie. C'est-à-dire ne pas en mettre trop ni trop peu. On le voit bien avec le rafraîchissement, il y a des solutions actives, il y a des solutions passives. Une architecture bioclimatique peut très bien apporter le confort nécessaire à l'habitant. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet de discernement. Donc là, je vous rejoins complètement. Et cette problématique transpire de plus en plus dans les réglementations, parce que là, il y a des discussions qui ont commencé pour la future RE20, qui s'appelle CAP 2030. Et dans le cadre de CAP 2030, il y a un groupe de travail low-tech. Donc on voit bien que cette question que vous posez de l'empilement des solutions, elle est posée, clairement. Et comment on peut faire pour atteindre la performance en évitant une croissance exponentielle de technologie. Donc oui, effectivement, je vous rejoins complètement. C'est quelque chose qui nous travaille beaucoup. Quelqu'un veut compléter la réponse, non? Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour la conférence. Juste une petite remarque sur ce qui a été affirmé concernant le confort d'été, les solutions actives et l'impact négligeable sur les consommations d'énergie. Malheureusement, par rapport à un bâtiment qui n'aurait pas besoin d'être climatisé de façon active, on ne peut pas affirmer que ce sont des solutions qui vont avoir un impact négligeable. Et ça, c'est vraiment un impératif, il me semble, dont il faudrait tenir compte pour fabriquer des bâtiments qui soient vraiment plutôt des bâtiments justement très insensibles à ces variations de température, à ces surchauffes estivales qui sont déjà une actualité prégnante dans le sud de la France par exemple. On l'a vu avec la RT 2012, on le voit avec la RE 2020 et c'est vraiment au regard des plus 4 degrés qui sont affichés, affirmer de dire que ces solutions climatiques actives sont négligeables, non, non et non. Alors, je veux bien répondre parce que je pense que ça s'adressait à ma présentation. Alors, toute énergie est bonne on va dire toute consommation qui peut être évitée est bonne à être évitée. C'est pas le propos, mais par contre, c'est pour donner plutôt des ordres de grandeur et des références.
Aujourd'hui, une climatisation. Alors aujourd'hui, déjà, on a à peu près un quart des ménages français qui est équipé d'un système de climatisation. Donc un système actif. Si on regarde la consommation aujourd'hui d'un ménage qui se climatise, elle est équivalente, si on la regarde à l'année, vis-à-vis du besoin, elle est équivalente à celle d'une télé, en moyenne, sur le parc. Alors, le but, c'est pas de dire que ça consomme pas. Le but, c'est de mettre ça en regard des consommations qu'on peut avoir sur d'autres postes, et notamment sur les usages thermiques. Quand on climatise son logement, on utilise une pompe à chaleur RR réversible, qui fait aussi bien le chauffage que le confort d'été. Et ce qu'elle permet d'économiser l'hiver est sans commune mesure avec le surplus de consommation qu'on va avoir l'été. Il y a un facteur 10 à peu près entre ce qu'on va économiser l'hiver et ce qu'on va rajouter l'été. Après, je suis tout ouvert à discuter ces chiffres de manière étayée, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une notion, je me permets de compléter, il y a aussi une notion de confort. Si on prend les bâtiments RT 2012, j'espère qu'on ne m'en voudra pas que je dise ça, mais on faisait des bâtiments inconfortables en confort d'été. On était très bon on est toujours très bon sur l'isolation. Les bâtiments RT 2012 n'étaient pas très bons en confort d'été. Donc on avait chaud. Et on n'avait pas chaud que dans le sud de la France. Il y avait des écarts de température parfois, j'en sais rien, dans le nord ou en Bretagne où on avait quand même chaud. La RE 2020, c'est un peu tôt pour dire si le confort d'été a bien été pris en compte. On est en train de le regarder justement. Mais on suppose quand même que là, pour le coup, dans les zones du sud de la France, sans rafraîchissement actif, mais là aussi, limité par un CEPNR, enfin par des indicateurs réglementaires qui font qu'on va au global peu consommer, le rafraîchissement actif est une notion de confort dont on va, à mon sens, avoir du mal à se passer dans certaines zones du sud de la France. Donc il faut c'est un peu comme ce que disait Antoine, il faut bien le faire. Voilà, il ne faut pas surconsommer, il faut avoir la juste consommation au bon endroit. Mais les solutions actives, que ce soit négligeable ou pas, elles vont, à mon sens, être quand même incontournables dans certains cas. Oui, et juste pour compléter, Julien, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, cette notion de sobriété sur le confort d'été, y compris sur les solutions actives, il se loge bien sur la manière dont on va utiliser l'équipement. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit, si vous ne faites rien, si on n'anticipe pas ces besoins, de toute façon, la population va s'équiper avec des équipements peu performants et pour le coup qui peuvent être énergivores. Donc l'objectif, c'est bien d'aller chercher des équipements qui sont performants, comme la PAC RR réversible qui est bien plus performante qu'un climatiseur mobile. Et après, il y a une notion de sobriété, donc de comportement. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'aller rafraîchir votre logement à 19 ou 20 degrés. Vous pouvez très bien mettre une température de consigne à 26 degrés. Ça suffit amplement pour rafraîchir votre logement et passer la vague de chaleur confortablement. Voilà. Donc la sobriété se situe sur la performance de l'équipement et le comportement associé en termes de consigne de température. Bonjour. Justement, ma question portait sur le comportement vertueux des occupants, puisque j'ai bien compris que c'est aussi l'usage du bâtiment qui fera sa performance. Mais est-ce qu'il est prévu une formation ou une éducation de la population à l'utilisation de ce nouveau bâtiment, en fait ? Quand on fait un bâtiment neuf, quand on fait une maison neuve, par exemple, on a les clients en direct, on peut effectivement les éduquer, leur donner des applis pour piloter, etc. C'est après utilisé avec plus ou moins d'efficacité, on va dire. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il faut un mix intelligent entre un pilotage automatique et la main donnée à la personne. Donc on ne sait pas effectivement comment vont évoluer les comportements. On a l'impression quand même que les gens sont de plus en plus... ils ont de plus en plus d'attrait pour ça, d'intérêt pour ça et d'éducation pour ça. Et de toute façon, il y a quelque chose qui éduque les gens très vite. C'est quand ils voient la facture ou qu'ils vont sur l'appli EDF ou GRDF, qui voient les consommations, qui voient combien ça coûte. Là, ils se disent, bon, je vais peut-être faire attention. Donc, je pense pas qu'on va être sur des prix de l'énergie qui vont baisser. On va plutôt aller dans l'autre sens. Donc, à mon avis, il y a tout ça mélangé, la technologie, l'éducation et la facture vont faire que on va être plus sobre de nos comportements, à mon avis. Oui, et effectivement, il y a quand même beaucoup maintenant de fournisseurs d'énergie. Alors EDF en fait partie, bien sûr, qui donnent des conseils de sobriété, donc des conseils sur les comportements à adopter pour réduire sa facture et donc réduire aussi son empreinte énergétique. Donc ça, je pense que c'est... en tout cas, c'est accessible, l'information est accessible.
Après, est-ce qu'elle est vraiment regardée par tout le monde? Ça, c'est une autre question, mais elle est bien disponible. Et d'ailleurs, on a vu les effets d'une campagne renforcée il y a 18 mois, quand il a s'agit de mettre l'accent sur la sobriété. Ça a porté ses fruits et c'est là où on a réussi à avoir une dizaine de pourcents de baisse des consommations, quasiment tout secteur d'ailleurs, mais principalement le bâtiment. Ce que je voulais ajouter en complément, c'est que les énergéticiens, maintenant, on a beaucoup de data, beaucoup de données, et qu'on se rend compte que sur les portails clients, maintenant, on compare votre maison avec celle des voisins. Et ça impacte pas mal. C'est-à-dire que les gens se disent, mince, je suis au-dessus de la moyenne des maisons à peu près similaires dans la même région. Et ça impacte pas mal, on se rend compte que ça fait réagir. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais juste vous mentionner qu'il y a actuellement une expérimentation low-tech qui est en train d'être menée sur les usages à Boulogne-Billancourt, qui est extrêmement inspirante, de Corentin de Châtel-Perron. Et au sujet des bâtiments éco-conçus, je ne sais pas si vous connaissez Ulteria dans Lyon, qui ont conçu il y a quelques années de ça leur bâtiment que j'ai eu l'occasion de visiter de manière extrêmement efficace au niveau énergétique, lumineux, en utilisant les ressources locales. Donc voilà, Ulteria. Merci. Alors merci pour cette information parce qu'en plus on va dans le cadre de ces travaux, on va démarrer un cycle d'audition et essayer d'aller voir sur le terrain les projets un peu vertueux. Donc j'ai noté et merci. Y a-t-il une question? Oui, monsieur. Merci, Patrice Normand, Bureau d'études d'énergie. J'avais une question pour Antoine sur le gaz vert et les DPE. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui ont commencé à être engagés, puisqu'on le sait, le gaz, l'incidence sur le DPE est non négligeable. Est-ce que le gaz vert, le fait qu'on puisse apporter des garanties parce qu'on va flécher des bâtiments, où on va s'assurer que ce bâtiment, précisément, peut être alimenté en gaz vert, peut bénéficier d'une situation différente que l'impact du gaz sur les effets gaz à effet de serre sur le DPE? Alors aujourd'hui, la reconnaissance des gaz verts, elle n'est pas prise en compte dans le DPE. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur ce sujet avec les bailleurs sociaux qui sont un peu, en termes de rénovation de patrimoine, très à la pointe. Donc on travaille sur ce sujet avec eux. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que sans gaz vert, en faisant de la rénovation globale, avec les systèmes existants, gaz ou électricité, on arrive à l'étiquette C. Donc l'étiquette C, c'est quand même déjà vachement bien, quoi. Donc aujourd'hui, le sujet du gaz vert dans le DPE, c'est juste de se dire, je suis en C et je vais encore aller plus loin en B ou en A. Et nous, on ne veut surtout pas aller vers un système où aujourd'hui, vous avez une passoire, on met une ENR en face et elle saute une étiquette. C'est ce que je disais. Nous, en fait, l'idée, c'est la sobriété, l'efficacité avant l'énergie renouvelable. Donc, il faut d'abord baisser les consommations. Et en face de cette consommation qui a été bien baissée, on mettra des énergies renouvelables qui locales, etc. Donc, ce qui est important dans ce combat autour de la reconnaissance des gaz verts dans le DPE, c'est d'abord le combat de l'efficacité et de la sobriété. Et après, quand moi j'ai des bailleurs qui sont très ambitieux, des bailleurs sociaux, qui ont un patrimoine qui est en étiquette C, qui veulent aller en étiquette A, et bien là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'au niveau du bâtiment, on a atteint une limite et qu'après, il faut regarder l'alimentation d'énergie renouvelable, dont le gaz vert. Donc ça rejoint aussi la DPEB, tout ça converge vers la prise en compte de plus en plus du verdissement des vecteurs énergétiques. Donc voilà, donc pour l'instant, on a déjà pas mal de choses à faire avec les systèmes existants reconnus dans le DPE. Mais on travaille aussi sur la phase d'après. Oui. Allez, il nous reste le temps pour une dernière question, si vous le souhaitez. Oui. Oui, bonjour. Merci pour la conférence. J'avais une question concernant le gaz vert. Il est produit essentiellement à partir de maïs, non? Non. Déchets agricoles? Non, c'est à partir de... Non, c'est interdit dans la réglementation française. Ah bon? Il n'y a pas de culture dédiée. Vous ne pouvez pas semer pour produire. Là, vous parlez du modèle allemand. Modèle allemand qui n'est pas du tout le modèle de développement du biométhane en France.
Vous me surprenez parce que Ah oui, non, mais je peux vous. je suis en parler étonné à- qu'il y ait autant de déchets verts autour Ah oui, non, non, mais d'Alençon. c'est. Attendez, non, non, mais il y a des études qui ont été faites par l'ADEME. Il y a un gisement de biomasse en France en termes de déchets agricoles, de bouts de stations d'épuration, de Oui. biodéchets, qui est méthanisable. Oui, Et il tout y a à un fait. consensus autour de 120 TWh de potentiel de production en France. Enfin, actuellement, ils mettent beaucoup de maïs dedans, hein. Que vous le vouliez ou non. Nous voilà au terme de notre conférence. On peut vous applaudir, messieurs. Bravo pour votre intervention. Le forum Interclimat va se poursuivre avec à venir la remise du trophée de l'installateur. Vous avez la possibilité de prendre tous les programmes de conférences des jours passés, mais également des jours à venir, à la fois sur les bornes qui sont ici et sur Internet. Merci encore à nos participants, merci chers spectateurs et très bon salon Interclimat à tous.